Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Lucas, coach et formatrice pour les artistes, ancienne danseuse et chorégraphe. Nathalie a toujours dansé avec passion. Ancienne danseuse, elle a partagé la scène avec des artistes tels que Leslie, Amine ou encore Christophe Willem, avant de se glisser dans le rôle de chorégraphe pour des artistes comme Shaim, Jenali ou Florence Foresti, tout en collaborant avec des émissions sur TF1, M6 ou W9. Pendant plus de 20 ans, elle a transmis son amour de la danse à travers son enseignement, formant des générations entières de danseurs. Aujourd'hui, Nathalie innove avec des programmes tels que Perform & Co, dans lesquels elle forme de nombreux danseurs professionnels et intervient dans des institutions de renom comme la Neo Dance Academy, Chorea, l'École nationale de cabaret ou encore Élaboration urbaine et Mix Dance Energy. En tant que coach, son expertise guide les artistes sur des aspects cruciaux de leur carrière, préparation aux auditions, travail scénique, gestion des caméras, gestion du stress, gagner en confiance, bâtir une carrière solide et épanouissante. Elle leur donne toutes les clés pour affronter chaque défi avec confiance et maîtrise. Notamment aux côtés de France Travail Spectacle où elle a conçu une formation sur mesure, Perform & Audition, dédiée à préparer les talents à briller lors des auditions. Dans cet épisode, Nathalie partagera son expérience de transition entre la scène et l'accompagnement, les défis qu'elle a rencontrés ainsi que les valeurs qui guident son travail pour créer une pédagogie bienveillante. Elle nous parlera également de l'importance d'aider les artistes à s'affranchir des standards imposés par l'industrie, à cultiver leur singularité et à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur carrière. Nathalie nous dévoilera certaines de ses méthodes, quelques exercices pratiques et mantras inspirants tout en nous offrant une réflexion sur l'avenir de l'accompagnement artistique. Que vous soyez artiste ou simplement curieux de découvrir les coulisses de l'accompagnement dans le milieu de la danse, prenez de quoi noter, cet épisode est fait pour vous. Salut Nathalie! Salut Maïwenn! Bienvenue dans l'épisode, dans le podcast et dans ce nouvel épisode. Merci beaucoup, moi je suis ravie d'être là, surtout que j'ai rattrapé un peu mon retard et j'ai rattrapé plein d'épisodes, Ouais. Donc du coup je suis trop contente d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir de t'avoir aussi derrière le micro. Écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de danser? Et puis après, par la suite, qu'est-ce qui t'a inspiré à passer de danseuse à chorégraphe, à coach et puis formatrice pour les artistes? Ok, bon comme je suis vieille, je vais essayer de faire court. Non. La danse, le premier pas, j'ai commencé, alors je vais dire tard par rapport à accès au standard. Au standard, ouais. Mais tôt par rapport à d'autres qui commencent beaucoup plus tard aujourd'hui. J'ai commencé à 8 ans. En fait, ma mère m'a dit « Tu veux faire de la danse ?» Ouais. Bon, voilà, ce qui paraît que je bougeais tout le temps. Elle a une anecdote et il y a une photo. Quand j'étais petite, tu sais, elle me couchait. Mes parents faisaient la fête avec des amis et je redescendais les escaliers. Je mettais les talons de ma maman. Et j'allais danser au milieu d'eux. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Et là, ta mère, elle devait se dire, elle va jamais aller dormir. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, donc elle m'a mis à la danse, mais finalement tard, à 8 ans. Voilà, donc j'ai commencé par le classique, le jazz et tout, et j'ai eu la chance d'avoir cette prof, tu sais, dont tu tombes fan, en fait, presque amoureuse, tu vois, qui était extraordinaire, qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'elle est vivante, qui s'appelle Myriam Hénard. Voilà. Et c'est vrai que ça a été un coup de foudre avec la danse. Ce qui m'a fait après basculer un petit peu du côté obscur, on va dire, c'est ma rencontre virtuelle avec Michael Jackson. Je suis tombée fan de Michael et Michael tient vraiment une grosse place dans mon parcours. Alors je ne l'ai jamais rencontré, voilà, mais j'étais complètement fan et là j'ai commencé à développer la passion, appris vraiment beaucoup de choses parce que je faisais de l'imitation, tout ça. Et Michael m'a amenée vers le hip-hop. Parce que j'ai rencontré des danseurs hip-hop en m'intéressant, en faisant des imitations, on avait des groupes, etc.
Donc j'ai rencontré le hip-hop. Et tu vois, je dis souvent, j'adore le classique, mais le classique ne m'aime pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que mon corps a de grandes difficultés dans le classique. Et pourtant, j'adore ça, j'en ai fait 10 ans, tu vois. Ouais. Et quand je regarde les danseuses classiques, je suis fan. Et en plus, j'arrête pas de dire partout que c'est vraiment la base, ça construit les corps. Voilà. Bon. Mais le hip-hop était beaucoup plus simple dans mon corps. Alors, pas tout. Surtout quand tu viens du classique et du jazz, il y a des choses qui je vois très bien ce que tu veux dire. C'est quand t'as appris à à te tenir et tu vois, la première fois qu'on m'a fait faire de la hype, mon Dieu. Tu relâches, t'es là, mais je suis au maximum. Non. Puis alors la hype, vraiment le rebond, le truc, le flow, tout ça, c'était pas du tout dans mon corps, absolument pas. Voilà, on a essayé d'après de bien bosser pour rattraper tout ça. Mais voilà, ça m'a amené vers le hip-hop. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement, le pas là où ça a glissé, on va dire. Parce que moi, l'école se passait bien. Voilà, tout se passait bien. J'ai commencé des études de droit. J'étais partie pour être juge pour enfants. T'as fait un DEJ, un DUG de droit. Ouais, c'est ça. Alors à l'époque, c'était en 2 ans. Aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus. C'est directement la licence. Okay. Voilà. Et en fait, mon année de terminale, déjà j'avais commencé à donner des cours. Ouais. Bon, voilà. Et puis là, il y a une compagnie lyonnaise qui s'appelle Acrorap, qui existe toujours, je crois, qui fait un casting avec des amateurs. Voilà. Pour les emmener dans une création, vraiment, avec des pros, avec des pros français et des pros brésiliens. Ok. Voilà, parce que le spectacle traitait de Quilombo, il s'appelait Quilombo, et il traitait de l'esclavage au Brésil. Ok. Donc, sujet profond et tout. Ouais. Et moi, écoute, je passe ce casting et je suis prise. Je pars en création. C'était entre mon année... tu vois, je finis, j'ai mon bac, et tout de suite, je pars en création à Lyon avec Acrorap. Donc, bon... voilà, donc je passe mon été à créer le spectacle, tout ça et tout. Je rencontre plein de danseurs, on était beaucoup d'amateurs, beaucoup de... Voilà, on fait la Villette. Ok, voilà, donc stylé, quand tu même. vois, ouais, trop cool, tout ça, voilà. L'année se passe, j'attaque mes études de droit, je kiffe le droit, il n'y a pas de souci. Enfin, je kiffe, oui et non. Tiens à le dire quand même, parce que souvent, tu sais, on se fait une idée des choses... Et en fait, t'arrives quand tu touches le truc du doigt, premier jour en droit, et tu sais, mon prof de philo m'avait dit, t'es pas faite pour le droit. Bon, ça, c'est une autre anecdote. Ça, c'est les vieux, putain, qui parlent comme ça. Bref. Et donc, j'arrive en droit, premier jour, on vous explique, il y a le peuple, et il y a vous. Okay. Et là, moi, je fais... Et tu sais, je regarde les gens autour de moi. C'est normal. Et je sais pas, ça choque personne. Ouais. Moi, ça me choque du plus profond de moi-même. Je dis, bon, c'est de faire abstraction de ce truc-là, parce que là, on est quand même le premier jour, ça va mal se passer sinon. Mais en fait, toute l'année, sur cette première année, je travaille, parce que en fait, je suis la bonne élève là qui travaille. Donc, je travaille, voilà. Ça me plaît, il y a quand même des choses qui me plaisent, mais je sens quand même quelques dissonances. Et avec Quilombo, entre donc, ma première et ma deuxième année de droit, on part au Brésil. Et je passe 1 mois au Brésil, dans les favelas. Donc vraiment, là, tu sais ce que c'est que le Brésil. Tu vis dans les favelas, on danse avec des danseurs des favelas et tout. Donc, tu vois, voilà. Je rentre, je suis déphasée, quoi. Puis à l'époque, t'as quoi, t'as 20 ans ? Mais même pas, j'ai 19 ans. Ouais, donc ça met une petite claque quand même. Ouais, ça met une petite claque. Et puis, j'ai dansé tout l'été. J'aime ça. J'ai rencontré des gens incroyables, ceux qui m'ont appris la hype. Sonia, je sais pas si... voilà, entre autres. Et vraiment, tu vois, c'est... Ouais, ça me change la vie, quoi. J'arrive, je suis déphasée, quoi. Déjà, j'ai un look, laisse tomber, en fac de droit, il n'y a plus rien qui va. Et puis, ma deuxième année de droit, écoute, se passe... je travaille, hein, mais je commence à en avoir marre déjà de travailler comme une acharnée. Parce qu'en fait, toute ma scolarité, ça a été ça. Tu sais, moi, j'étais cette élève que ma mère venait chercher en disant « Arrête de faire tes devoirs, c'est trop ». Tu vois, j'étais cette personne-là. Donc, voilà, je commence à en avoir marre, je suis déphasée... Je suis en cours de droit, il y a le doyen qui me dit « Il y a un problème, mademoiselle ?» Ah, mais je dis oui, il y a un problème. Je dis « Je sais pas comment vous pouvez être le doyen de la fac de droit de Valence et dire autant de conneries à la seconde. » Tu vois. Allez, c'est j'avais une grande bouche, tu vois. Et là, il me dit, et il m'a fermement clapé divinement, et il me dit « Mademoiselle, est-ce que vous pensez que le droit a à voir avec la morale ?» Oh, waouh. Ouais, et là, je lui dis « Bien sûr !» Et là, je vois tous les gens autour qui me regardent en mode « Quelle idiote, celle-là !» Et il me dit, faut changer de voix. Pas de souci. J'ai dit, tu sais quoi, gars, frère, merci. Pas de souci. Tu ouvres la porte. Ouais, voilà. Parce que bon, ça commençait à germer. Et entre-temps, les gens d'Acrorap
ont monté une compagnie. Il y a un des chorégraphes qui s'est séparé d'Acrorap et qui monte sa compagnie. Eric Mézineau et Booba, qui montent la compagnie Malka. Et ils me proposent. Et cette fois en tant que professionnelle. Donc là, j'en parle à ma maman, qui est pas très chaude, hein, on va pas se mentir. Je viens d'une famille de fonctionnaires. Bon, voilà. Et je lui dis non, mais tu sais quoi, je fais ma licence par correspondance. Je n'ai pas ouvert un cahier. Alors à l'époque, c'était des cassettes audio. Ça fait vraiment la meuf à 100 ans, mais c'était des cassettes avec des livres. Je n'ai pas ouvert un cahier. Je n'ai pas écouté une cassette. C'était terminé. Et je suis partie avec Malka en création. Et bon voilà, ça se passe super bien. On monte le spectacle qui s'appelait Paroles de sable, Paroles de vent, je crois. Voilà, pareil, je crois qu'on fait la Villette avec ça. Voilà, je rencontre des gens super, bon voilà. Et puis Kafig me contacte en me disant j'en aimerais bien te voir sur un de nos castings et tout quoi. Kafig, hein, déjà à l'époque Kafig. Ouais. Je dis ouais, ok, bah pourquoi pas et tout machin. Là, première audition de ma vie, finalement, vraie audition, tu vois. Où t'es pas juste avec des amis. Voilà, vraie audition, parce que l'audition pour Acrorap, c'était pour amateurs, donc c'était pas pareil. Oui. Là, voilà. Là, je me retrouve confrontée à Lyon avec des danseurs de Paris. Des gens qui descendent de Paris. Alors là, écoute-moi bien, j'ai compris ma douleur. Et surtout, je me suis retrouvée, je ne pouvais pas danser. Moi, en vrai, je suis hyper timide. Okay. Et en fait, la danse est intimement liée à qui je suis. Bah, c'est lié aux émotions. Ouais. Et en fait, si je me sens pas safe, je peux pas danser. Et là, bloqué. En plus, il fallait improviser. Non, mais tout ce qu'il fallait pas pour moi. Et puis surtout, j'ai vu des danseuses incroyables. Un pop, c'était un pop, tu vois. Moi, je me tenais grave, je minaudais. Enfin, non, ça n'allait pas du tout. Donc, je perds mes moyens à cette audition. Je fais une très mauvaise audition et c'est totalement ok, tu vois. Et Mourad me dit, je comprends pas. Je t'ai vu sur scène et je t'ai trouvé bien. Là, par contre, à l'audition, j'ai pas fait le job, hein, on est bien d'accord. Donc, je suis pas prise. Et c'est ok. Et du coup, je me dis, cette audition, en fait, je crois que les compagnies, c'est pas tant fait pour moi, même si j'ai adoré l'expérience Malka et Acrorap aussi. Moi, en vrai, je crois que j'ai envie de faire de la télé. Voilà. Puis j'ai envie d'un autre style de danse, sur d'autres musiques. Je sentais bien que la fibre Michael était encore là, tu vois, dans mon corps. La fibre était ailleurs. Et du coup, je prends la décision de monter à Paris. J'avais la chance, mon papa vivait en région parisienne. Ouais. Donc, je décide de monter à Paris. Voilà, bon, les études, ça y est, on a compris, on arrête les frais, on arrête. Ma mère me dit, je te laisse 2 ans. Et par contre, le moindre problème, tu reprends tes études. Oui. Okay. Voilà. Et puis, pour l'anecdote, Mourad me rappelle. Ok. Et me dit, finalement, on te veut. Parce que je crois qu'il y a une danseuse qui a planté, tu vois. Et écoute, j'en étais malade toute la nuit, mais j'ai dit à Mourad, en fait, non. Ah ouais ? Ouais, j'ai dit non. Et je sais que ça paraît fou, mais en fait, je lui ai dit non parce que je dois me former. En fait, pour moi, le truc qui avait popé dans ma tête, c'était meuf, t'es pas du tout au niveau. Enfin, tu fais là, t'as des expériences professionnelles, t'as grave de la chance, mais vraiment, t'es pas au niveau du tout. J'avais vu les meufs de Paris. Il y en avait une qui s'appelait Anna. Tu vois, elle m'a marquée. Franchement, incroyable. Donc, je dis non, il faut que je me forme. Et il me dit, mais nous, on va te former. Et je dis, oui, non, mais vous allez pas me former dans le style de danse que je veux. J'avais rencontré David Imbert, j'avais rencontré plein de gens, j'avais découvert un peu la house, un peu ce qu'ils appelaient le new style, tout ça. Je dis, non, moi je veux danser sur du Beyoncé, gars. Et Kafig, bon, voilà, c'est pas ça. Et c'est magnifique, Kafig. Enfin, tu vois, je crache pas du tout dessus. Mais c'est vrai que j'ai dit non à Mourad. Et je t'avoue, j'ai vomi toute la nuit après. Tu vois, j'étais pas bien. Tu sais, parce que là, t'es quand même vraiment un tournant un peu de ta mini-carrière. Voilà, et je suis montée à Paris. Wow. Voilà. Et grosse claque, on en parlait tout à l'heure. Grosse claque, j'arrive dans les cours. Je me souviens, je prends un cours avec Tivaïn. Il compte pas. Et quand t'as une formation académique, oui. Et que tu comptes... Excuse-moi, est-ce que tu peux mettre des comptes parce que voilà, il me dit non, mais écoute la musique. La quoi? Donc, tu vois, c'était violent. Et puis, pareil, je commence dans les cours de Dominique Lesdema. Que de la musicalité. Que de la musicalité. Lui, il est charismatique au possible. Et ça, moi, j'ai vraiment besoin de ça quand je prends un cours, donc ça m'allait bien. Je voyais les gens un peu stressés à son cours et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je sais plus, je l'avais croisé et tout. Je me suis dit, il est cool, Dominique et tout. Bon, il commence à parler, tu sais, avec son petit corps, mais sa grosse voix, là. Et je suis terrorisée dans le cours. Et je sors des cours de Dominique en pleurant. Une fois, il fait
un truc de souplesse, je suis là avec ma jambe, comme ça. Il passe me voir, je dis, oh, il va me corriger. Mais tu sais, en mode, je vais pouvoir progresser. Et Morgane me fait, c'est pas gagné. Hein. Et ben non, c'est pas gagné, Dominique, merci. Tu vois, mais c'était gentil. Enfin, je dis ça, c'était vraiment pas méchant, c'était plus de l'humour. Et en même temps, il avait raison. Enfin, c'était pas gagné, quoi. Après, j'ai pris ses cours de hip-hop, c'était différent. J'ai pris Dominique Lisette. Bref, je me suis formée. Grave. Et puis après, voilà, j'ai passé des auditions et puis après, t'as fait ton petit bout de chemin voilà, danseuse, mon petit bout de chemin, tout ça. Shaim, ouais, les artistes. C'est ça. Et la chorégraphie, c'était un peu lié. C'était pas je suis danseuse et après je suis chorégraphe. Ouais. Parce que j'ai cette qualité, enfin je n'ai pas cette qualité, cette compétence que je demande aux danseurs d'avoir, qui est l'anticipation et la vision sur le long terme. Et moi, je l'ai pas. Et en tout cas, à l'époque, je l'ai pas du tout. Donc, je suis pas dans un plan de carrière. Je suis là où le vent me mène, tu vois. Et la chorégraphie m'a un peu tombée dessus. Jenna, à l'époque, c'était MySpace. Elle me contacte sur MySpace. Voilà, ça se fait comme ça. Et à l'époque, elle est pas connue du tout. Donc, en fait, je fais des trucs gratuits pour elle. Je tiens à le dire parce que c'est pas des trucs gratuits. Il y avait personne derrière. Il y avait pas de prod, pas de maison de disque. Il y avait rien. Et après, il y a eu une maison de disque. Et après, j'ai été payée pour ce que j'ai fait. Voilà. Shaim, oui, ça m'est tombé dessus un peu comme ça parce que je dansais déjà pour elle, voilà. Compliqué parce qu'il y avait déjà un chorégraphe, Aziz, merveilleux, qui était là. On t'appelle toi, enfin t'es dans un, tu vois, dans un truc pas simple. Ouais. Tu fais les choses bien, mais tu t'en prends quand même plein la tronche derrière parce que bon, voilà. Voilà, et puis Foresti, ça m'est tombé dessus pareil, en coup de chance. Voilà, puis les autres opportunités. Voilà. Comment, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la scène pour te consacrer à l'enseignement et au coaching ? Parce que du coup, c'est ce que tu fais maintenant. Ouais, alors l'enseignement, pendant toutes ces années-là, j'ai toujours enseigné. Déjà au début, pour payer les cours que je prenais. Voilà, et puis après... c'est marrant, ça revient souvent. Hein. Ouais, et parce que j'adorais ça. Ouais. Vraiment, et tu vois, à la fin de ma première télé, je me suis dit, attends, je kiffe plus donner un stage que faire une télé. Enfin, j'adore la télé, mais la télé ne me remplit pas humainement. C'est ce qu'on disait en off. Ouais. Ça me remplit pas humainement, vraiment. Voilà. Et par contre, je donnais un stage, ça me remplissait. Voilà. Bon, j'avais besoin des deux. Donc j'ai toujours enseigné pendant toutes ces années. Et la transition s'est faite parce qu'un jour, tu sais, aux États-Unis, il y avait des intensifs et des programmes qui commençaient à popper. Il y avait Bryn Nicole. Bon, j'ai pas tous les noms. Il y avait Galen Hook, bien évidemment. Voilà. Et là, je me dis... Attends, mais ces gens-là, ils font des programmes avec des trucs ciblés. Moi, ça fait des années que je fais travailler certaines choses et tout. Vas-y, je fais un truc, quoi. Tu vois. Et du coup, ça pop et je me dis, tiens, je vais appeler ça Perform parce que je voulais parler de performance scénique. Je mets l'esperluette, là, le « et » derrière et je dis, comme ça, je vais pouvoir décliner en tout ce que je veux, quoi. Exactement. Voilà. Et l'aventure est partie comme ça. Et un des premiers, c'est le Perform and Development, qui est vraiment un travail artistique... Travailler sur l'interprétation, du coup ça fait beaucoup travailler sur soi, tout ça. Et là je me retrouve confrontée aux émotions des gens, mais encore plus fort que ce à quoi j'étais déjà confrontée. Et moi, là avec le recul, je te dirais, j'étais très intrusive, parce que je voulais faire travailler des trucs parce que j'avais pas les clés. Ouais. Là je me dis, en fait ça commence à être touchy, il faut peut-être que je me forme, parce que voilà. Et j'avais entendu parler du coaching, je me suis intéressée au coaching et du coup, voilà. Et il y a des rencontres qui, justement, ont été déterminantes et qui ont influencé cette transition ? Le coach qui s'appelait David, j'ai pas son nom de famille, là où j'étais à CRJ, tu vois, c'est lui qui m'a parlé du coaching, parce que finalement, je savais pas ce que c'était. Donc, cette rencontre-là, après, je pense qu'on n'avait pas la même vision du coaching, mais c'est OK. Et c'est tout, en fait. Et c'est vraiment les performances qui m'ont poussée vers le coaching. Voilà. Et c'est cette personne-là quand même qui a pu te permettre d'avoir certaines bases, comme tu disais, pour en fait, se dire, de savoir que ça existait. Aussi. Ouais, en fait, de savoir que le coaching existait, qu'est-ce que c'était et tout. Ah, attends, non, parce que Alice, une danseuse qui était dans Insane, à l'époque, m'avait parlé du coaching. Mais tu vois, ça n'avait pas pop-up, ça n'avait pas percuté à l'époque. Mais c'est elle en premier qui m'en avait parlé. Après, j'ai rencontré David, donc qui m'avait parlé du coaching. Et du coup... ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, let's go, quoi. Qu'est-ce que les collaborations avec Shaim, Jenali, toutes les personnes avec qui tu as travaillé, t'ont apporté sur le plan artistique et personnel ? Même, tu vois, par la suite, pour tout ce que tu fais dans le coaching. Ouais. Sur le plan artistique et le plan professionnel, je dirais, ça m'a appris à répondre à une demande. Et pas à faire ce que tu veux faire. Du coup, des fois, ça a été un peu dur pour moi sur certaines choses. Je pense que j'étais pas assez mature. Tu vois, si c'était à refaire, je ferais les choses différemment. Donc ça m'a appris à répondre à la demande.
Et tu vois, pour Shaim, par exemple, quand ils m'ont contacté, après j'ai eu un rendez-vous avec Shaim et avec Camaro, qui était son producteur de l'époque, et ils me disent, on veut une pour Je sais, pour le clip Je sais, on veut une choré simple, que les gamines de 13 ans puissent reproduire. Donc on veut pas il me dit comme ça, du caca de danseur, tu vois. Voilà. Et je lui dis, bah oui, ok, d'accord. Et du coup, je fais ma choré. Et j'allais dire Tam, mais Shaim me corrige des trucs. Enfin, tu vois, me dit là, je voudrais plus ci, plus ça et tout. Et c'est ok. Enfin, tu vois, et c'était ok. Et par contre, après, je me prends une raclée par les danseurs violente parce que ouais, c'est trop simple, c'est trop ci, c'est trop ça. Enfin, l'ego voilà. Du danseur. Voilà. Ouais. Mais je raconte cette anecdote. À l'époque, oui, bien sûr que ça m'a un peu touchée. Bien évidemment, pas tant que ça, mais parce que les gens n'ont... Tu sais, souvent, je les entends critiquer. Ce qu'on voit à la télé, le travail du chorégraphe, machin. Les gars, vous n'avez pas le cahier des charges. Ce que j'allais dire, t'as pas toutes les informations. Vous n'avez pas toutes les infos, vous savez pas ce qu'on demande, et en fait, c'est pas... En fait, si tu veux vraiment juste développer ton univers et tout, en fait, monte une compagnie, fais des projets vidéo, fais des clips pour toi, voilà. Et encore une fois, tu vois, tu parles de répondre à une demande, à un cahier des charges, mais je pense que quand t'es danseur, c'est pareil. T'arrives sur un job, on te dit tu fais ça ou ça, tu réponds à la demande. Ça te plaît pas, bon, faut pas non plus que ça soit hors de tes valeurs et que tu te sentes pas bien, mais si après tu veux des choses beaucoup plus artistiques, beaucoup plus techniques ou beaucoup plus performantes, il y a des cours pour, et tu pourras ensuite alimenter avec ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous conscience de derrière ce que ça demande et des contraintes que vous avez aussi en tant que chorégraphe. C'est ça. C'est ça. Et je me souviens une fois, je pense que les danseurs qu'on fait Foresti avec moi s'en souviennent, on montait un visuel vraiment entre le tableau Pop-Up Boys et les filles qui rentrent en déguisées en Florence Foresti. Ouais. Tu vois ? Et en fait, on fait ce truc, et bon, moi j'aime bien les trucs visuels, donc on fait vraiment, tu sais, des colonnes qui rentrent, qui est hyper visuel. Florence me dit, avec sa metteur en scène, c'est génial, franchement c'est trop bien. Puis je vois, elle discute, bon, c'est très beau, hein. Mais en fait, on aimerait qu'il n'y ait qu'une Florence qui rentre pour qu'on croie que c'est Florence. Ok, et c'est ok, hein. Mais du coup, frustration extrême du visuel, tu vois, et tu fais, ouais, ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Et tu vois, ça, les gens, ils peuvent pas savoir, ils ont pas, et c'est pour ça que c'est important de comprendre, même aux gens qui veulent devenir chorégraphes, attention les gars, être chorégraphe, en tout cas dans le milieu du commercial, c'est répondre à une demande. Exactement. Des fois, oui, on va venir te chercher pour ton univers. Souvent, moi, on est venu me chercher pour mon univers. Shaima m'a dit, je veux ton univers, tu vois. Mais ton univers featuring le mien, voilà. En collab. Exactement. Pas juste toi, Nathalie Lucas, quoi. Et tu vois, tu parles de la frustration, mais même je pense quand t'es danseur et qu'on te dit, finalement les danseurs, c'était prévu que vous fassiez ça, et en fait, il y a que malheureusement une danseuse qui va intervenir. C'est dur aussi en tant que danseur. Pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi finalement puis quand tu as une image et une représentation ou une idée de ce que tu penses que ça va être aussi en tant que danseur, tu te dis c'est génial, ça va être le plan de ma vie, je vais danser sur scène avec telle personne, je crois que c'était l'Olympia, non je sais plus, c'était Bercy, c'était Bercy, en plus de ça, voilà, tu te dis c'est une grosse scène, et finalement, boum, frustration. Ça c'est dur aussi quand t'es danseur. Ouais. Très dur. Très dur. Très dur. Justement, quelles compétences acquises en tant que danseuse t'ont été les plus utiles dans ta nouvelle carrière ? C'est un peu ce dont on parlait en off. Moi, je me suis aperçue qu'en tant que danseur, on avait beaucoup d'écoute, déjà, naturellement. Ouais. Le sens de l'observation, ça, en tant que coach, c'est important, l'écoute surtout. Et j'allais dire l'intelligence relationnelle. Ouais. Tu vois, même l'intelligence émotionnelle, mais surtout relationnelle. D'être à l'écoute des gens, de comprendre, de lire un petit peu leur langage non-verbal, alors sans être comportementaliste. Oui, sans rentrer dans la psychologie. Ouais, j'aime pas les gens qui disent oui, mais alors là, t'as levé le sourcil, ça veut dire ça, ou là, ton épaule, elle était comme ça, donc je pense que t'es comme ça, alors t'es gentil, il y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi, et voilà. Donc ça, mais l'ouverture d'esprit. Et tu vois, il y a une clé dans le coaching qui est la validation inconditionnelle, c'est-à-dire apprendre à accepter les gens, enfin, les accueillir tels qu'ils sont, sans jugement. Alors oui, dans notre milieu, ça critique beaucoup tout ça, machin. Mais mine de rien, on est tellement ouvert d'esprit que ça nous aide pas mal, ça. Parce que on n'est pas dans le jugement de l'apparence d'une personne, de ses préférences sexuelles, religieuses, politiques. Enfin, bon, il y a des esprits des fois fermés. Oui. Mais quand même, on a cette ouverture, tu vois, on a voyagé, on a vu beaucoup de choses. Voilà, ça sert. Complètement d'accord avec toi. Et puis, je reviens sur, comme tu dis, l'ouverture d'esprit. C'est vrai que je trouve qu'on a de la chance à travers l'art, parce que l'art, en fait, aide à ouvrir un petit peu les esprits. Tu peux parler de plein de sujets tabous et de prendre du recul aussi par rapport à ça. Ouais, complètement. Comment tes méthodes de coaching et de formation, elles ont évolué au fil des années pour répondre aux besoins changeants des artistes ?
Bah, en fait, comme ça fait pas si longtemps, parce que là, ma société, elle a 3 ans, 3-4 ans, et que c'est post-Covid, pour l'instant, je suis encore dans les, tu vois, dans les demandes. Après, j'ai un petit carnet avec moi. Quand je suis en formation, quand j'anime les formations, quand je suis dans mes programmes, je prends plein de notes. Et en fait, les danseurs me nourrissent beaucoup. Et des fois, je m'adapte. Alors, autant l'impro dans la danse, tu vois, je suis pas... C'est pas ma compétence première. Autant, je suis un peu plus forte sur le terrain pour adapter des... Voilà. Donc, je m'adapte comme ça. Voilà. Et justement, en parlant d'adaptabilité, comment, pendant le Covid, t'as adapté tes méthodes de travail et d'enseignement et comment t'as dû adapter tes programmes pour répondre aux nouveaux besoins des danseurs parce qu'on était tous enfermés chez nous. Ouais, on était tous enfermés. Alors, c'était vraiment les prémices des performs, finalement. Les performs, ils avaient quoi, 1 an et demi, 2 ans à l'époque du Covid. Ouais. J'en ai fait un en ligne qui s'appelait Perform & Pro, où je me suis dit, ça va être un peu une déclinaison du Perform & Audition. On va faire travailler les gens, leur donner des clés sur comment fonctionne le statut d'intermittent, comment prendre un cours de danse de manière efficace. Ouais. Voilà, travailler sur tout ça, comment rédiger un CV, un mail, voilà. Toutes ces choses-là. Ouais. Donc j'avais fait celui-là en ligne. Après, je sais que j'avais donné même un performance development un peu en ligne. Voilà, mais je coachais pas encore. J'avais pas encore ma formation de coach. Et puis donc, finalement, ça a aidé à la suite. Ouais, complètement. Pour planter des petites graines. Ouais. Ça me fait penser à l'épisode de Rachel et sur Dance Floor qui disait que finalement le Covid a été une aubaine entre guillemets pour elles parce qu'elles ont pu commencer à avoir des clientes, faire des cours en ligne, etc. Et finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont ouverts à d'autres choses pendant le Covid et qui ont pu tester plein de choses tout en restant chez soi. Ouais. Je trouve ça hyper inspirant. Ouais. Moi, perso, le Covid, ma meilleure vie, quoi. En plus, j'étais en plein postpartum. Ouais. Donc, voilà, ça m'allait très bien. Et alors, moi, là où ça m'a fait switcher, par contre, c'est que je me suis dit, je n'ai plus envie de donner des cours réguliers. Là, ça a été le début. C'est-à-dire, premier confinement, j'ai arrêté une de mes écoles que j'adorais, Kimcan, que j'adorais, mais je me suis aperçue, j'en ai marre de faire les allers-retours. J'habitais en banlieue et tout. Voilà, j'avais un deuxième enfant. Tu vois, il y avait des choix à faire et le cœur n'y était plus, alors que vraiment, j'adore toujours cette école. J'ai vraiment un profond attachement. Et puis, deuxième confinement, là, j'ai dit en fait, merci, mais non merci, j'en peux plus. J'en peux plus parce que, alors, c'est pas une question de niveau. C'est pas une question d'enseigner à des amateurs ou des gens qui sont dans une démarche loisir. Pas du tout. C'est d'enseigner parfois à des gens qui viennent là parce que c'est l'activité de la semaine et c'est ok, mais sans... il n'y a pas nécessairement de sens derrière. Donc bien sûr, j'avais des élèves merveilleux, très engagés et tout, mais j'en avais marre des fois de me retrouver avec des femmes qui étaient là pour se détendre, certes, mais pour un peu en position très passive. Ok. Et je m'y retrouvais plus, je m'épuisais à faire 1 million de chorés par jour et finalement, je développais rien pour moi. Enfin, j'avais plus l'impression. Voilà, et mon expérience à l'école de Cergy, Showtime, était super parce que j'ai rencontré plein de gens géniaux et tout, mais ça m'a achevée au niveau de l'enseignement. Vraiment. Et du coup, deuxième confinement, j'ai dit, j'arrête tout. Et tu te consacres à toi. Et tu sais ce qui a été déclencheur aussi, c'est marrant, hein, c'est que Céline, de Céline et Kane, m'appelle et me dit, on a un projet d'ouvrir une école de formation... Qu'est-ce que t'en penses, tout ça? Enfin, est-ce que ça te dirait éventuellement, peut-être, si ça se fait, de venir en tant que formatrice et tout? Et je dis, oui, écoute, ravie que tu me proposes et tout. Et je me souviens, je raccroche et je me dis, putain, les gens, ils montent des projets, tu vois, et moi, je suis là, j'ai plein de projets, plein la tête, et je franchis pas le pas. Et ce coup de fil a été un peu déclencheur et m'a fait dire, bon, on arrête les cours. Ça y est. Et on se lance. On arrête et on se lance vraiment que avec les performs et avec le coaching. Je savais que ma formation allait bientôt débuter, tout ça. Donc merci la Néo, parce que Néodance sur plein de plans est vraiment un boost chez moi et ils sont tellement inspirants. Toute l'équipe de Néodance est tellement inspirante. Je dis pas ça parce que je travaille avec eux, mais c'est vrai. Ils sont tous inspirants sur plein de plans que du coup ça te met un petit pied... petit coup de pied aux fesses. Ça te nourrit aussi. Ouais, ça me nourrit de ouf. De toute façon, je pense que c'est important d'être entouré d'humains avant tout et d'avoir des personnes qui t'inspirent parce que tu vas chercher chez les autres ce que peut-être toi t'aurais eu du mal à trouver chez toi et à te dire ok, si eux le font, tu vois, comme t'as dit, eux ils se lancent, moi aussi en fait, let's go, ça va me donner l'envie et l'inspiration et la motive de me lancer. C'est ça. C'est trop bien. Et puis moi, j'aime pas la frustration et j'ai vraiment, c'est pas, tu vois, vraiment pas. Et surtout, j'ai toujours peur d'être aigrie.
Et j'avais peur d'être aigrie, tu vois, de me dire, bah eux, ils le font, puis pas toi, puis machin, puis toi, t'es toujours dans ton quotidien et tout. Ouais. Parallèlement à ça, en plus, on voulait partir de la région parisienne. Donc, ouais, j'ai dit, ça y est, c'est le moment, on y va, let's go. Trop bien. Ouais. Et tu utilises aussi beaucoup les réseaux sociaux pour faire Oui. connaître ton travail. Et je trouve ça trop bien. Et je trouve que c'est... Moi, j'adore les réseaux sociaux. Enfin, c'est trop chouette pour connecter, pour faire connaître son travail. Comment, toi, tu les utilises pour promouvoir ton travail, interagir avec ta communauté et toucher de nouveaux publics? Eh ben, c'est pas facile. Les gens croient que j'ai une stratégie. Spoiler alerte, je n'ai pas de stratégie. Les gens me disent, ouais, t'es trop intelligente. Comme toi, je discutais avec un pote, Julien, qui me dit, oui, je suis allée sur ton Insta, on sent la stratégie et tout. Alors écoute, Julien, il n'y a pas de strat. Ouais. Il n'y en a pas parce que je sais qu'il en faut une normalement, tout ça. Non, il n'y en a pas parce que tu vois, je choisis dans mes vidéos celle qui me parle. En fait, ça parle de moi, très égoïstement. C'est qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine avec les performs qui va du coup résonner en moi et qui va me donner envie de le partager. Donc ça, j'adore les réseaux aussi. Mais j'ai eu une période où j'étais un peu très très réticente parce que mine de rien, il faut s'exposer. Et je me suis aperçue, tu vois, et je me suis aperçue que j'avais des restes de mon ancienne vie de danseuse et chorégraphe où comme j'ai fait des émissions comme Incroyable Talent et La Meilleure Danse, on a été très exposés. Ouais. Et avec l'exposition, il y a le revers de la médaille qui va avec. Et donc, j'ai eu à l'époque pas mal de commentaires très négatifs. Voilà. Les haters. Ouais, c'est ça. Et Laure peut en témoigner, Laure Darry, que tu as reçue, pour en témoigner. On allait toutes les deux se faire masser un dimanche, tu vois. Et il y a carrément quelqu'un qui m'a arrêtée dans la rue, un danseur. Ouais. Qui m'arrête dans la rue, qui me dit hey, toi, je te connais, machin. Hey, toi, j'aime pas ce que tu fais, parce que si, parce que ça. Parce que nous, on était très étiqueté commercial, et tu sais à l'époque c'était encore la guerre entre le commercial, l'underground, tout ça. Et donc il me pourrit, tu vois, dans la rue. Et je lui dis ok, écoute, c'est ton point de vue. Je sais même pas de faire ça. Ouais, mais c'est ça. Mais même on allait dans des événements, on s'en prenait plein la tronche. Même des gens du commercial, hein. Tu vois. Mais tu sais, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, on en parle beaucoup même dans le podcast, on en a parlé avec Thomas Vrabi. La différence, elle dérange. Ouais. Et quand tu t'amènes des choses différentes. Et quand tu arrives à lier plusieurs domaines, à ouvrir les esprits et que certains ne veulent pas parce que c'est leur responsabilité, c'est leur problème, bah tu déranges. C'est ça. Et t'attires à toi des personnes pas très bienveillantes. C'est ça. Et du coup, en fait, je me suis aperçue que j'avais des restes de ça. J'osais plus trop exposer mon travail. Donc vraiment, pendant un temps, voilà. Après, je me suis dit, il faut que je m'y remette. Alors, je m'y remettais un petit peu, mais pas vraiment tout ça. Puis après, il y a le problème de ta propre image. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de toi ? Parce que pour s'exposer, si t'es pas un peu blindé et que t'es pas ok avec ton image, c'est compliqué. Ce qui m'a aidée, c'est une phrase de Florence que je vais vous partager, de Florence Foresti, qui un jour me dit que en fait, pour être humoriste, faut pas être trop beau et pas être trop moche. Tu vois ? Elle me dit parce que si t'es trop belle, les gens t'écoutent pas, tu vois, tu vas pas être drôle, tu vas juste être la bonne meuf, quoi. Et si t'es trop moche, y a un peu de dégoût et du coup, c'est pareil, tu vois. Et en fait, moi, j'étais en surpoids, j'étais vraiment pas bien, voilà. Gros problème avec mon corps, tout ça. Et je me dis, en fait, si je suis dégueulasse, c'est ce que je me suis dit vraiment, donc je le dis vraiment comme ça. Si je suis dégueulasse, c'est pas grave, les gens écouteront ce que je dis. Ils porteront plus attention à ce que je dis plutôt qu'à mon look. Ouais. Tu vois, j'étais restée sur mon look qui a toujours été très critiqué, très machin, toujours été problématique, tout ça. Donc ça m'a aidée à poster ces vidéos qu'aujourd'hui je peux regarder et vomir, tu vois. Et vraiment, tu vois, c'est ce qui m'a aidée à passer le pas. Ce qui m'a aidée à passer le pas aussi, c'est, tu sais, dans ce milieu, tu lances un truc, t'es critiqué parce qu'on te dit que tu copies. Moi, on m'a dit que je copiais Galen, que je copiais machin. Après, t'as d'autres gens avec qui t'as travaillé, qui du coup disent, toi, tu fais ça, moi aussi, je vais faire ça. Et c'est ok, hein, y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vraiment dans mes valeurs. Mais du coup, je me suis dit, toi, si tu veux montrer ce que tu fais, va peut-être falloir que tu te sortes définitivement les doigts des fesses. Et du coup, voilà, entre la réflexion de Florence et j'ai commencé à mettre ces vidéos où je parle sur Insta et où finalement, ça a parlé aux gens. Bah ouais. De toute façon, au début, quand tu débarques quelque part, moi, quand j'ai lancé le podcast, il y a des personnes qui rigolaient. C'est fou, ça. C'est fou. Bah oui. Tu vois, des personnes, mais pas qui rigolaient, parce que c'était pas méchant. Ouais. Mais en mode, la petite danseuse qui va parler derrière un micro. Et tu sais, parce que je pense qu'encore une fois, j'en parlais avec Laure dans le podcast, et les gens aiment bien te mettre dans des cases, mais on peut faire plein de choses. Je comprends pas, il y a que en France où ça dérange que tu fasses plusieurs choses. Ouais. Et t'as des personnes qui, au début, me titillaient un peu, alors, les podcasts, machin, ça se passe comment ? Et maintenant...
Maintenant, je vois que ça prend. Les gens me disent « Ah, ça marche bien, ça commence à prendre. » Ouais, mais moi, j'ai toujours cru, en fait, que ça marcherait et que ça plairait et que surtout que ça me plaise à moi avant tout. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que du coup, ce que tu dis, ce revers un peu de médaille de quand tu t'exposes et des critiques auxquelles tu dois faire face, il faut avoir les épaules solides. Moi, pendant longtemps, j'ai mis du temps à me lancer en me disant... je vois ce qui se passe sur les réseaux, je vois comment les gens peuvent se faire lyncher même quand ils font des choses bien. Est-ce que toi, tu seras capable d'encaisser ça? Ouais. C'est pas facile, hein? Ah non, c'est pas facile. Parce qu'il y a vouloir et être capable d'encaisser, d'avoir les épaules. Il suffit que tu dises un mot qui soit sorti d'un contexte, que le propos soit déformé, ça peut prendre des proportions alors qu'à la base, c'était même pas ce que tu pensais. Ouais, mais tu en parles, mais tu sais, il y a une vidéo, je sais plus, où je parle de vulgarité et de gaucherie. Et il y a des gens qui ont ramené ça sur le plan politique. En disant la gaucherie, tu sais, par rapport à la droite, quoi. Enfin, tu vois, quand j'ai vu les commentaires passer, j'ai dit, bon, les gars, cœur sur vous, mais réfléchissez quand même à ce que vous dites. Tu vois, à tel point qu'après, j'étais obligée de mettre dans d'autres vidéos, ne sortez pas mes propos du contexte, quoi. Tu vois, parce que c'est grave. Et effectivement, même là, je sais pas si toi ça te le fait, mais moi là, en fait, la première fois que j'ai eu un commentaire haineux, j'ai dit à mon mari, ça y est, je suis quelqu'un, j'ai percé, j'ai des haters. J'ai des potes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, tu verras, le jour où t'attireras autant de personnes malveillantes que bienveillantes, c'est que tu auras de la visibilité. J'ai dit, ok, c'est super, mais moi, j'ai pas envie de tout ça. Et j'ai fait une vidéo récemment sur la solitude au Nouvel An. J'ai reçu des messages adorables et d'autres, les gens qui m'ont dit, on s'en fout. Ok, t'as le droit de t'en foutre, mais pourquoi tu viens l'écrire? C'est quelque part, tu t'en fous pas tant que ça. Et finalement, moi, ce que je vois dans ça, vu que ça, pour le coup, ça m'atteint pas, ça vient pas détérioriser mon image et ça me blesse pas, je me dis, merci pour ton commentaire, parce qu'en fait, tu fais remonter ma vidéo dans les algorithmes. Exactement, c'est ça. T'es trop bête, en fait, d'avoir écrit ça, mais c'est vrai que quand t'as pas les épaules, ça peut être lourd. Il faut avoir les épaules. C'est là où je me suis aperçue, d'ailleurs, que j'avais bien progressé. Parce que, tu sais, dans la formation de coaching, t'es coachée toi aussi. Ouais. Et je sais que ça avait été un sujet pendant mon coaching. Et je me suis dit, ça y est, j'ai progressé parce que finalement, les commentaires ne me touchent pas. Alors, pour l'instant, je touche du bois. Voilà, juste, je réponds pas. Voilà, je les laisse, chacun a le droit. En plus, je suis la première à dire que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, donc c'est ok. Ouais. Des fois, il y a des commentaires, j'ai envie de répondre parce que ça vient toucher quelque chose, mais en fait, je me dis, je vais me lancer dans des explications. Ça perd ton temps. C'est pas la peine, voilà, je lâche. Et maintenant, je lis même plus quasiment tous les commentaires, quoi. Je pense que c'est important de se détacher de ça aussi. Ouais, je me détache de ouf, surtout sur TikTok. Alors, je crois que je suis trop vieille, je comprends pas TikTok. Je comprends pas. J'y vais parce que, voilà, mais je comprends pas. Tu vois, je saisis pas le truc. Et je trouve que sur TikTok, il y a des filtres en moins, quoi. On est... tu sais, c'est plus... C'est pour ça que je te disais, des fois, je lis des commentaires, je me dis, mais comment les gens peuvent être capables de mettre ça sous ce... Encore une fois, liberté de parole, d'expression, il n'y a pas de souci. Okay. Mais est-ce que les gens se rendent compte que derrière, il y a une personne qui va recevoir ce commentaire derrière son écran? Ouais. Je vois tout ce qui se passe là, aussi même avec la Starac et les commentaires horribles sur certains candidats. Je me dis, mais t'imagines, les gens vont sortir de cette bulle de bonheur, d'apprentissage, ils vont retourner dans la vie réelle, ils vont se prendre ça en pleine face. C'est horrible pour la santé mentale d'un humain, je trouve ça atroce. Mais c'est pour ça qu'il faut se préparer à ça. Et en fait, on peut, parce que moi, je me prends comme exemple, mais moi, avant, la moindre critique, quelle qu'elle soit, c'était... mais mon monde s'écroulait, quoi, vraiment. Hein. Mon mari pourrait en témoigner, tu vois, je ramenais tout à la maison, c'était lourd, quoi, c'était lourd pour moi aussi. Et en fait, j'ai travaillé et aujourd'hui, j'étais contente de me dire « Ah ouais, c'est plus pareil, cool quoi !» Alors après, il y a des choses qui peuvent nous atteindre, on n'est pas à l'abri, hein. Pas du tout, hein. Je dis pas que rien ne m'atteint, pas du tout. Mais c'est différent. Mais c'est différent, ouais. Et quand ça m'atteint, ça parle de moi. Et je reviens sur, du coup, tu parles là de ramener des choses à la maison. Comment tu parviens à jongler entre tes différents rôles de coach, mentor, et en préservant ton propre épanouissement personnel ? Eh c'est pas simple. Pas simple. C'est un combat de tous les jours. Là, je suis sortie d'une grosse période de travail et je me suis dit, attends, si même Netflix ne me détend plus, c'est qu'il y a un problème. Moi, ce qui me ressource, c'est d'être seule, mais toute seule. Donc, finalement, quand je suis en déplacement, je suis loin de mes enfants et de mon mari, ce qui est pas facile non plus. Bien sûr. Mais ça me permet, je me dis, il y a une batterie que je vais recharger un peu quand je rentre et je suis seule le soir à l'hôtel. Voilà, je suis bien. Après, mes enfants me rechargent, mon mari aussi, heureusement. Ça me recharge, mais tu vois, j'ai ce temps j'étais en déplacement, il faut que je reconnecte avec une autre vie.
en fait. Et d'habiter loin aussi, ça me sert. Et après, c'est de la discipline, en fait. Parce que c'est horrible de dire ça, mais c'est de la discipline. C'est-à-dire que j'ai 1 heure de sport par semaine avec un prépa physique. Cette heure de sport, elle est primordiale pour mon équilibre mental et physique, mais mental aussi. S'accorder des soirées, même avec mon amoureux, lâcher, il me le reproche des fois, mais lâcher mon téléphone, mon ordi. Et le truc, c'est que Néo-Dance, ça demande beaucoup parce qu'on le veut bien, attention. Dans notre pédagogie, suivre les élèves et tout. Bien sûr. Du coup, c'est vrai que la réactivité fait partie aussi des compétences de notre métier. Moi, je me mets cette exigence-là. Personne ne me la met au sein de Néo-Dance, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, ça avec mon téléphone, voilà. Et des fois, je réponds à des messages. Et des fois, c'est important de couper. Parce qu'en fait, même pour nous, en vrai. Hein. Mais quand t'es à ton compte, tu sais ce que c'est. Même en tant que danseur, hein, les danseurs, ils sont à leur compte, en fait. Tu vois un casting qui tourne, même quand t'es en vacances. Tu dois envoyer un mail. Ça s'arrête jamais. Il y a ce truc de réactivité où c'est pas simple. Mais c'est vrai que de lâcher à des moments, je me dis, bon, si je lâche 2 heures, tu sais... la vie va pas s'arrêter de tourner. Voilà, et puis en vrai, je ne suis pas non plus indispensable ni à Néo-Dance, ni au perform. Voilà. Donc il y a ça aussi, tu sais, je te dis, attends, on va remettre les choses dans leur contexte. Tu n'es pas indispensable, détends-toi. C'est important. Mais c'est vrai que les performs, c'est mon bébé. Alors il y a toujours un truc en tête. Ah tiens, si je faisais ça. Ah tiens, si je faisais ça. Donc maintenant, je note, parce qu'après, j'oublie. Comme ça, je prends pas mon téléphone, mais je note. Je dis à mon mari, je note. Voilà. Et puis voilà, ça me permet. Voilà. Mais vraiment, c'est un travail de tous les jours et une discipline. Complètement. Et comme tu disais, encore plus quand tu as tes propres projets, ta société, et que tu es seule et que tu délègues peut-être pas, faut... Non. Voilà. Non, c'est une charge mentale, je te comprends. Parce que les performs, alors autant j'ai appris avec Néo-Dance et je remercie Céline, Ken, Séverian et Séraphine pour ça. Ils m'ont appris à travailler en équipe. Vraiment. Eux, il faut les voir fonctionner ensemble, c'est incroyable. Vraiment, je les regarde toujours avec beaucoup d'admiration. Et du coup, d'être intégrée à cette équipe, c'est assez incroyable. Et je travaille beaucoup, particulièrement avec Céline, et c'est incroyable. Vraiment, voilà. Donc ça m'a appris et j'adore ça. Mais les performs, c'est mon bébé et personne n'y touche. C'est dur, hein. Mais c'est important de déléguer pour justement se prendre des moments de vie perso. Quel conseil tu donnerais aux artistes qui cherchent justement à réussir professionnellement tout en préservant leur équilibre perso ? Je leur dirais de déjà se connaître. Parce que déjà, il faut savoir ce qui nous détend. Tu vois, moi je sais par exemple que d'être seule, ça me détend. Netflix, normalement, ça me détend. Ça me détend moins en ce moment, je sais pas pourquoi. Ou alors vraiment, je trouve un truc... tu vois, qui me fasse partir dans un autre univers. Donc c'est important, il y a des gens qui vont lire, ça va les détendre. Il y a des gens, ils ont besoin de marcher, de faire du sport. Donc il faut un peu explorer déjà et partir à la rencontre de soi pour se dire déjà qu'est-ce qui me détend, qu'est-ce qui me fait du bien, être à l'écoute de ses émotions. Et après, discipline. Yes. Et en fait, moi je conseille ça à tout le monde, c'est d'écouter les interviews de Jérémy Ferrari. Alors qui parle de sujets un peu plus deep et un peu moins légers. Il parle d'addiction, de tout ce qu'il a vécu et tout, mais il parle de cette discipline pour aller mieux, parce qu'il explique que toutes ces addictions et toutes ces maladies psychologiques, il n'y a pas de traitement en fait. Et lui, ce qu'il a trouvé, c'est la discipline. Et vraiment, j'encourage les gens à écouter les interviews de Jérémy Ferrari. Elles sont extrêmement inspirantes. Je mettrai les liens dans la bio. Voilà. Je passe un petit peu sur ta vision, ta pédagogie dans ton travail. Tu as parlé très rapidement de certaines valeurs tout à l'heure. Mais toi, quelles sont les valeurs que tu considères essentielles dans ton travail ? Alors, la première qui est très galvaudée, c'est la bienveillance. Oui. Et je dis, elle est très galvaudée parce que tout le monde l'utilise. Sans savoir ce que c'est. C'est un peu le mot à la mode et c'est ok, mais... pour moi, la bienveillance, c'est le non-jugement. Donc, l'accueil inconditionnel de la personne qui rentre dans ta salle. Voilà, ça, si je suis pas en capacité de mettre ça en place, je peux pas accompagner les gens. Et donc ça, c'est vraiment une des clés chez les coachs, et chez plein de spécialistes, j'imagine aussi. Et tu vois, une fois, j'ai une amie qui me dit « Mais je comprends pas, comment tu fais pour accompagner les gens si t'aimes pas leur gueule ?» Et alors... je me suis jamais posé la question, mais en fait, parce que je ne me pose pas la question de savoir si j'aime les gens ou pas, en fait. Complètement. En fait, les gens, ils viennent dans ton perform où ils sont en formation pro,
Je rentre pas dans la salle en me disant oh tiens, elle j'aime bien ci, lui j'aime bien ça. En fait, je me pose pas cette question. Et c'est fou parce que par exemple là, si je prends la promo qu'on a avec Neodance, on a 90 personnes. Sur ces 90 personnes, on est tellement dans la validation inconditionnelle, mais à la fin, tu t'attaches à eux. Ouais. En fait, tu vois, chaque personne sur ces 90 sont tous attachants et attachants. Cœur sur vous, Neodance. Mais ils sont tous adorables, tu vois. Et je me dis, si on apprenait à accueillir les gens comme ça, je suis sûre qu'on arriverait à avoir le meilleur de chacun d'entre nous. Complètement. Voilà. Et comment t'aides justement à découvrir les artistes à découvrir leurs forces et à s'éloigner des standards imposés par l'industrie? Compliqué. Alors. Compliqué parce qu'il faut répondre à une demande, donc il faut savoir un peu rentrer dans le moule sur certains critères, tu vois, qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. Et en même temps, il faut rester soi, parce que c'est en restant soi qu'on attire les gens. Enfin, moi, tu vois, c'est comme tu vas à un date, tu joues un rôle, si tu pécho, après, il va falloir jouer ce rôle tout le temps, quoi. Ça va être compliqué. Ou alors, du coup, au petit-déj, en fait, t'es pas la même personne. Donc, voilà, c'est important de rester soi. La question c'était comment s'éloigner des standards. Oui, c'est ça. Comment t'aides les artistes à découvrir leurs forces et à s'éloigner des standards imposés par l'industrie? Je leur dis d'être intelligents. C'est-à-dire de comprendre la demande, mais de pas stigmatiser. Et à un moment donné aussi, si on le sent comme ça, faut le faire comme ça. Et parfois, ta différence, c'est ce qui fait qu'on va pas te prendre à ce casting, mais qu'on va te prendre à l'autre. Voilà. Tu parlais de bienveillance tout à l'heure. Quelle stratégie, entre guillemets, tu utilises, même si tu disais que tu n'utilisais pas trop de stratégie, parce que c'était surtout, je pense, fait avec le cœur et intuitivement parlant. Mais quelle stratégie tu utilises pour créer un environnement sécurisant, bienveillant et stimulant pour tes élèves, tes clients? Tu as des personnes qui peuvent arriver des fois à pas être à l'aise. Non. Comment tu fais pour les mettre à l'aise? Là, je sors d'un performance week-end. Tu vois, le premier jour, tu sens les gens un peu stressés, tu sens ceux qui sont un peu dans la méfiance, dans la défiance. L'autre fois, on m'a dit même je voulais voir si Instagram c'était vrai, quoi, si t'étais vraiment comme ça dans tes vidéos et dans la vie. Ok. Alors, ce que je peux comprendre, parce qu'en vrai, t'as beaucoup de personnes qui jouent comme tu disais, des personnages aussi à travers les réseaux, et puis quand t'arrives en vrai, tu te dis en fait, il y a un fossé. En fait, il y a un fossé. Après, le dire, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Non, mais c'était marrant. Non, franchement, c'était fait avec le cœur et c'était marrant. Et en fait, ça va foutre en l'air tout ce que je dis aux élèves. Parce que tu sais, je dis vraiment aux gens de faire la séparation entre le pro et le perso. Donc, il y a le professionnel que tu es et la personne que tu es. Bon, moi, il n'y a pas de différence entre les deux. En ce sens que la bienveillance, pour moi, ça doit être tout le temps. Je me l'impose, oui et non. C'est relativement naturel. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur les gens. Hein. Bien sûr. Mais voilà, donc la stratégie, c'est déjà moi, qui suis une grande timide à la base, de pas l'être. Et donc d'aller vers les gens, de les tutoyer, de les regarder droit dans les yeux, de connaître leur prénom le plus vite possible. Parce que déjà, quand tu les appelles par leur prénom, voilà. Ça met tout le monde en confiance. Voilà. Et la stratégie, c'est tu vois, c'est cette proximité. Mais on travaille, il y a quand même un cadre, on rassure tout le monde sur l'utilisation des caméras, sur les horaires, tu les rassures sur plein de choses, tu vois. Et surtout, pas de comparaison, pas de compétition, voilà. C'est dur ça dans un milieu où... Ouais, c'est ça, mais déjà tu poses un peu les règles, t'expliques, tu rappelles qu'un cours c'est fait pour apprendre, voilà, on n'est pas une audition, on n'est pas tout ça. On est là pour apprendre. Vous allez galérer, c'est très bien. Moi, il se peut que je me prenne les pinceaux. Tu vois, en plus, hier, je me suis dit, c'est bien, ça a descendu tout le monde. Je me suis pris mon talon dans mes lacets, je me suis cassé la figure. Je me suis dit, tant mieux, ça va les détendre. Tu vois, si moi, je me casse la figure, voilà. Donc, c'est ça, c'est d'être le plus naturel possible, en fait. Et je pense que ça les détend. Et tu te parlais aussi de l'écoute active ? Ouais, l'écoute, être très à l'écoute, tu vois, alors c'est difficile quand t'es dans le cours, parce que toi, t'as ton programme, tu sais ce que tu dois faire. Et puis en même temps, être à l'écoute des comportements, du langage non verbal, de la personne là-bas que tu vois qui est en train de se refermer, celle qui est en train de se décourager. Donc être vraiment dans l'écoute active. Et l'écoute active, c'est se taire. Ouais. C'est une belle phrase. Donc, écouter quelqu'un, elle n'est pas de moi, je sais pas de qui elle est, mais moi, c'est ce qu'on m'a appris en formation. Écouter les gens, c'est se taire. Et taire aussi le dialogue intérieur. Parce que si quand tu me parles, je suis en train soit de juger ce que tu dis, soit de me dire « Mais attends, elle attend sûrement, je suis sûre qu'elle attend que je lui dise un conseil, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire et tout ?» En fait, je t'écoute plus. Ouais. Donc, c'est très important. Écouter, c'est se taire, et le dialogue intérieur et la bouche. Et ça, c'est ce qu'on apprend en tant que coach. On apprend à se taire et à pas écouter les gens avec notre carte du monde à nous, nos filtres.
Et donc, si tu me dis un mot, par exemple, tu me dis, voilà, pour moi, c'est très important le respect. Très bien, c'est quoi pour toi le respect ? Ouais. Voilà, tu vois. On a tous des définitions différentes de chaque mot. Tu vois, vraiment. Complètement. Je trouve que l'écoute, c'est un peu comme l'observation en danse. Ouais. C'est pareil. C'est important de, tu sais, quand on te dit dans un cours, regardez, ne faites pas. Bah, c'est la même chose. Ouais. C'est comme écouter, ne pas parler en même temps. Est-ce que tu peux partager des techniques ou des exercices concrets que tu utilises pour aider tes élèves ou les danseurs à développer leurs compétences, leur confiance, leur permettre de se sentir à l'aise pour exprimer leurs émotions et leurs difficultés ? Ouais. Là, j'ai envie de te partager celui-là pour, en fait, poser les bases de l'estime de soi. Souvent, il revient. Vous prenez une feuille et un crayon et vous notez toutes les qualités que vous avez en tant que personne et toutes les qualités que vous avez en tant que danseur. Tu vois, et vraiment, et toutes les compétences, les qualités et tout. Alors pas avec, oui, je lève ma jambe là, mais je pourrais la lever là. Non, déjà tu la lèves là, c'est cool, tu vois. Voilà, et puis même des soft skills, pas que des qualités techniques, tout ça. Et puis de noter aussi tout ce que vous voulez améliorer. Tout ce que tu veux améliorer sur ta personne. Et en tant que danseur, bien dissocier toujours l'église et l'État. Voilà, c'est pas pareil. Ouais. Vraiment, ce que tu vas améliorer. Ce que tu vas améliorer, c'est pas je suis nulle en ça. C'est j'aimerais améliorer ma souplesse, j'aimerais améliorer mes sauts, j'aimerais améliorer mon écoute, mon observation, enfin tu vois, tout ça. Voilà. Et ça, pour moi, c'est les bases. C'est-à-dire qu'il y a une fausse croyance sur la confiance en soi et l'estime de soi. Des fois, les gens, ils te disent « Ouais, t'as vu comment il parle, il a vraiment trop confiance en lui. » Non. En fait, souvent, quand les gens font des caisses, c'est que justement, ils n'ont pas confiance en eux. Une personne qui a confiance en elle et qui finalement est alignée, en fait, elle est détente. Elle n'a pas besoin d'accaparer l'attention, elle n'a pas besoin de... Tu vois, elle est détente, elle est très alignée parce qu'elle est très au clair sur ses qualités, ses forces, et ce qu'elle doit améliorer. Complètement. Et c'est toujours les deux, c'est pas que les forces. C'est pour gonfler l'estime de soi, c'est les deux. Comme ça, si demain je te dis, bah tiens, tu dois améliorer ça, tu vois, quand mon mec me dit, oui, t'es bordélique, c'est chiant, bah ouais, je suis bordélique. Je le sais. Tu vois, je le sais, et du coup, ça vient pas me piquer parce que je suis OK avec ça. Parce que tu le vois pas comme un défaut. Je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, t'as dit tout de suite les qualités et les axes d'amélioration. T'as pas dit les qualités et les défauts. Non. Ça, non, parce que, on le disait tout à l'heure, tu prenais en exemple l'égoïsme. En fait, c'est important d'être un petit peu égoïste à des moments. Parce que, en fait, d'être égoïste, c'est-à-dire de penser à toi, ça va te permettre d'être mieux avec les autres, tu vois. Si moi, je m'écoute pas et qu'à un moment donné, je m'isole pas, ou je dis pas à mon mari, là, j'ai besoin d'un temps toute seule, ou d'aller faire mon sport ou quoi, en fait, mon réservoir d'adaptation va se vider et à la fin, je vais envoyer paître tout le monde. Donc, en fait, cet égoïsme, il est nécessaire. Tout est question de curseur. Exactement. Et nous, on parle d'axes d'amélioration, même dans les feedbacks, et ça, c'est un petit tips pour les professeurs de danse. Au lieu de dire aux gens ce qui ne va pas, dites-leur ce qu'on peut améliorer. Et en fait, parce que quand tu me dis ta jambe, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu me dis pas ce que je dois faire. Donc en fait, on est axé en coaching sur les solutions, en fait. On a hâte de se prendre la tête. C'est pas pourquoi je fais pas bien, c'est comment je peux mieux faire. Yes, voilà. Très d'accord avec toi. Voilà, on enlève le pourquoi et on passe au comment. Yes, comme l'importance des mots. L'importance des mots. Et est-ce que tu pourrais proposer un exercice ou une réflexion que les auditeurs pourraient essayer chez eux pour renforcer leur confiance ou stimuler leur créativité ? Si t'en as un deuxième que... Ouais, je vais vous donner un exercice qui n'est pas de moi, qui est d'un livre qui s'appelle... Oh là, je l'ai oublié. Je te le redonnerai après. Ça parle de créativité. Libérez votre créativité. Libérez votre créativité. Putain, ce livre, il revient à chaque fois parce que... Petite anecdote, j'ai deux potes qui m'ont dit « Faut que t'achètes le livre, faut que t'achètes le livre ». Je l'ai, le livre. Je ne l'ai jamais ouvert. Il est dans la bibliothèque derrière. C'est vrai. Écoute-moi, je l'ai ouvert cet été. Ouais, je sais qu'il faut que je l'ouvre. Et j'ai pas fini encore. Il m'a remué, mais chaud. Je cherche le titre. L'auteur. L'auteur, je l'ai plus. C'est une femme. C'est une femme. Julia Cameron. Voilà. Juste en bas. Voilà, tu vois. Et moi, je l'ai ouvert. Et écoute, pour l'instant, j'ai fait une pause parce qu'en fait, j'étais en vacances et vraiment, en fait, je disais lire, ça me détend aussi de ouf, mais comme ça m'endort, bon. Et en fait, en vacances, c'est vraiment mon kiff de lire. Et donc, je commence à lire le livre, je suis trop heureuse. Je dis, en plus, je suis sûre que je vais trouver plein d'exercices, plein de trucs pour mes... Tu vois, ça va m'enrichir et tout. Et en fait, je m'aperçois que ça me triture au plus profond de moi et que ça vient réveiller des trucs, tu vois, notamment sur cette casquette de chorégraphe, ce dont on parlait en off.
Et en fait, il est remuant de ouf. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire une pause, que j'ai envie de passer des bonnes vacances, et puis j'y reviendrai après. Mais je le trouve incroyable. Ouais. Et un des exercices qu'elle donne en tout premier lieu, c'est d'écrire tous les matins. Tout ce qui pense, le journaling. Ouais. Tout ce que tu penses, même peut-être, vous avez l'impression que les gens pensent ça de vous, en fait, vas-y, écris-le, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu comme si tu le sortais de toi. Donc, vraiment, je pense que ce truc-là, pour libérer la créativité, ça peut être cool. Après, moi... pour la créativité aussi, je pense qu'il faut se nourrir. Donc se nourrir, c'est pas forcément se nourrir de danse. Ça peut être se nourrir, comme je dis, en rigolant tout le temps de Netflix, parce que tu te fais des films et tu retranscris ça à travers la danse, de livres, d'une balade, de la nature, de ce qui t'inspire. Mais c'est important de se nourrir. Et des fois, on est tellement dans je prends un cours, mais je suis comme ci, je suis comme ça, on se nourrit pas. Faut pas oublier de se nourrir. Et parfois, un cours débutant, ça nourrit. Ah, mais complètement d'accord. Voilà. Moi, j'adore prendre des cours débutants. Je me sens au-delà de... Je viens pas prendre un cours débutant en me disant j'ai un meilleur niveau. Non. J'y vais en mode ça va me faire du bien. Je vais peut-être autant galérer que les débutants, mais parce que je vais revenir à la base. Et comme on oublie tellement parfois nos bases, c'est encore plus difficile. Et j'encourage tout le monde à prendre des cours débutants. Et c'est pas parce que... Et je trouve que c'est encore plus difficile quand t'es professionnel avec l'ego de dire je vais prendre un cours débutant. Mais c'est très bien d'aller prendre un cours débutant. Alors que c'est bien, et c'est même bien, tu sais, pour juste pour l'estime de soi. Tu sais, d'aller prendre un cours, de pas galérer sur certaines choses, et de pouvoir travailler d'autres choses, comme l'interprétation, tu vois, et tout. Et ça fait du bien aussi de dire, tiens, ça, je sais faire. Parce que j'avais peut-être oublié que ça, je sais faire. Et quand tu vois des gens pour qui c'est pas naturel, tu te rends compte que, en fait, ce que tu sais faire, quand même, c'est quelque chose. Tu vois, au lieu de toujours être, oui, mais lui, il fait ça et pas moi. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, c'est ça. Comment t'adaptes ton approche en fonction des différents niveaux et personnalités des danseurs ou personnes que t'accompagnes ? Ça, c'est une question qui est difficile. Comment j'adapte ? J'essaye d'être à l'écoute et je te dirais, ce serait prétentieux de ma part de dire que c'est naturel, mais des fois, je dois passer à côté de choses, je suis sûre. Je saurais pas te répondre. Qu'est-ce que je mets en place ? J'essaye juste d'être à l'écoute. Et je me fais confiance, c'est-à-dire que je me fais confiance sans penser à la place des autres. Donc si des fois je sens qu'une personne peut-être décroche ou quoi, ou est en difficulté, je vais aller vers elle, je vais lui poser une question, mais je vais la questionner, mais je vais pas dire, alors je pense que là t'es découragée, donc fais ci, fais ça, tu vois. Voilà, mais je pense que c'est l'écoute qui va m'aider. L'écoute et l'observation. L'observation. Comment t'encourages les danseurs à utiliser leurs émotions comme moteur dans leur performance ? Est-ce que t'as des anecdotes ? Pour un exemple. Je sais pas. En tout cas, ce que je leur dis, c'est que leurs émotions, de connaître leurs émotions, d'être à l'écoute de leur corps, ça va leur permettre, quand on parle d'interprétation, de pouvoir retranscrire une émotion, de savoir comment ça se passe dans le corps et voilà, comment nous, on la vit, cette émotion. Maintenant, il y a une différence entre l'émotion et le comportement qui en découle. Donc, je leur dis que toutes les émotions sont légitimes. Voilà, vous avez le droit de ressentir ça. C'est important de le ressentir. Par contre, il faut adapter votre comportement. Et pour s'en servir après dans la danse, je ne saurais pas comment te dire. C'est compliqué, c'est vraiment sur le tas. Mais faut le voir comme un atout. Ouais, c'est un atout si tu sais le gérer. C'est-à-dire, en fait, quand tu vis cette émotion, ça va être un atout pour toi. Parce que ça va t'enrichir d'un point de vue de l'intelligence émotionnelle. Mais par contre, quand tu interprètes, tu dois pas te laisser déborder par cette émotion. Parce que si demain tu vas dans un spectacle où tu te fais larguer tous les soirs, où tu perds quelqu'un de cher tous les soirs et tu dois vivre cette émotion du deuil par exemple, si tu la vis vraiment, au bout de, je sais pas, 100 représentations, potentiellement tu vas sauter du pont quoi. Tu vois. Donc c'est important de se servir de ce que je ressens pour pouvoir peut-être le reproduire ou le ressentir mais différemment. Donc c'est un atout, les émotions c'est un atout, de toute façon pour tout le monde, dans tous les domaines. Mais attention à bien adapter le comportement. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être en colère, c'est légitime. Je suis pas obligée de faire des stories et de vider mon sac. Tu vois ? J'ai le droit d'être en colère, je suis pas obligée de mal répondre et tout. J'ai le droit d'être triste, mais je vais l'exorciser dans ma danse. Je vais m'en servir de cette tristesse pour l'exorciser, mais pas pour être encore plus triste. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Ouais, moi je rebondis sur ce que tu disais, tu sais, quand t'arrives parfois en représentation et que t'es pas bien. C'est dur aussi, je trouve, dans notre métier tu viens de vivre quelque chose de douloureux et puis là, t'es sur un spectacle, tu dois être full joy parce qu'en fait, les spectateurs, ils ont payé leur place et que tu dois jouer ton rôle. Je trouve ça ultra dur. Et à la fois, quand t'arrives et qu'on te demande de jouer un rôle où t'es dans
toi-même, je sais pas, tu viens de perdre un être cher dans ton rôle dans lequel tu dois être sur Ouais. scène, bah ça va te nourrir. Je Ouais. pense que tu vas être dans des émotions dans lesquelles t'as jamais été, et en même temps, faut pas se laisser emporter par C'est les ça. émotions que t'as. C'est pas facile. Enfin, Non, c'est pas simple. Je pense que, tu vois, il faudrait en parler avec des comédiens. Ouais. Vraiment. Ouais. Je pense qu'eux ont plus de clés que nous. Enfin, moi, je me sens un peu limitée là-dessus. Et je pense que, ouais, les comédiens sur ça... Bonne Après, idée, ouais. pour moi, c'est aussi une question de posture professionnelle, quoi. Ouais. Tu sais, c'est ce qu'on nous apprend quand on est en cours de classique. Ça, pour moi, c'est un des bons côtés du classique. T'enlèves tous tes bijoux, tu fais ton chignon, tu mets ta tenue classique et tu rentres et tu fermes ta bouche un peu. Enfin, je stigmatise. Bah ça a ce côté de bien, ça t'apprend à... Je rentre dans la salle et le reste n'existe plus. Donc peut-être retrouver un peu de ça aussi. Ouais, complètement. Mais être à l'écoute, j'ai une émotion dans le cours, j'ai une émotion, tu vois, avec quelqu'un et tout, il s'est passé un truc, peut-être je vais apprendre à la traiter plus tard. Et pas me laisser déborder là dans le cours et me couper du truc. Et quand bien même si ça arrive, c'est genre ok aussi parce c'est qu'on ok reste des humains, bah, voilà. mais de pas hésiter à prendre un temps et se dire je vais prendre l'air et je Ouais. sors, et parce que c'est vrai que ça peut être lourd même aussi pour les autres quand t'as pas forcément envie d'expliquer ce que t'as et que Oui. c'est Et puis pesant. quand l'émotion est trop forte, comme Ouais. tu dis, c'est hyper important de prendre ce temps. L'émotion dans le corps, c'est 90 secondes. Hein. Après, c'est le cerveau qui prend le relais. Ouais. Tu vois. Donc ouais, faut pas hésiter à s'isoler, aller boire un verre, se faire un petit thé. C'est toujours réconfortant. Exactement. Voilà, et ouais, c'est important. Comment t'accompagnes les artistes dans la réception et la transformation des critiques en éléments constructifs? Je les accompagne en leur disant que quand on critique quelqu'un, ça parle de soi. Ça veut dire que si moi demain je critique truc ou machin, ça parlera de mes frustrations, de ma perception. On parlait des réseaux sociaux, du coup je vais prendre cet exemple. Tu vois, cette vidéo où je parle de vulgarité, de gaucherie et tout, et j'ai eu un commentaire, c'est quand même compliqué de critiquer la vulgarité, en plus je la critique pas mais c'est pas grave, quand on est soi-même vulgaire. Ok, donc je suis vulgaire. Et là où ça m'atteint pas, c'est que cette personne, je peux totalement concevoir qu'elle me trouve vulgaire par rapport à son cadre de référence à elle, sur comment doit être quelqu'un qui n'est pas vulgaire. Mais comme moi, je suis hyper alignée avec qui je suis, et moi, où est ma perception de la vulgarité, ça ne m'atteint pas. Si demain ça me touche, tu vois, tu me dis, Nat, je trouve que t'es un peu vulgaire. Si ça vient me toucher, ça veut dire que moi, je suis pas totalement ok avec qui je suis. Donc c'est ça que j'essaye de leur dire, que... Tout est question de perception, et que par contre si ça vient nous toucher, parce que c'est ok d'être touché par des critiques, hein, c'est humain, et c'est ok, là du coup ça vient parler de nous. Exactement. Est-ce que moi je suis ok avec qui je suis, comment je suis habillée, comment je suis maquillée. L'autre fois j'ai eu un commentaire comme quoi j'étais scarifiée avec les tatouages. Bon, j'ai dit bon, c'est pas grave, tu vois, ça m'atteint pas parce que c'est ok, mais imagine, je sais pas, j'ai fait un tatouage mais je suis pas trop ok avec ça, je suis pas ok avec mon image, tu vois, donc c'est difficile. Donc on dépersonnalise les échanges, ce que dit la personne, ça parle d'elle, et on renforce son estime de soi et sa connaissance de soi, et on travaille à cet alignement entre... tu sais, on parle de cet alignement souvent, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je fais, et ce que je ressens. Voilà, et quand on est aligné, c'est ok. Moi, quand il y a quelque chose qui me touche, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Complètement, et c'est important du coup de... prendre du recul aussi. Mais je pense que ça vient jouer avec aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Oui, c'est totalement ça. Les sensibilités de chacun, chacune. C'est ça, C'est un travail d'une vie. Ouais, oui, et puis l'estime de soi, tu sais, il y a des gens qui croient que oui, mais j'ai déjà fait ce travail-là sur moi. Oui, mais en fait, l'estime de soi, c'est une estimation, donc ça fluctue. Donc en fait, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des choses en place... comme une routine, tu sais, les gens ont leur routine skincare, mais en fait, fais ta routine de santé mentale aussi, tu vois, ça peut t'aider. Et c'est vraiment de la discipline. Voilà. On en revient toujours à la discipline. Ouais, exactement. Je reviens un petit peu sur la confiance en soi et sur l'expression de soi. Et toi, c'est aussi beaucoup par la féminité. Pourquoi la féminité est-elle un thème central dans ton travail ? Alors, c'est marrant que tu me dises ça, parce que moi, dans ma vision des choses, la féminité n'est pas du tout un thème central. Ah ouais ? Ouais, complètement. Okay. Parce que pour moi, c'est pas un sujet, la féminité. Okay. En ce sens que il n'y a pas une seule façon d'être femme. Complètement. Voilà, il y a autant de façons d'être féminine que de femmes sur cette terre, et d'hommes. Voilà, enfin de qui vous voulez, tu vois. Et du coup, c'est pas un sujet. Alors peut-être que parce que je suis féminine à ma façon, il y a peut-être des gens qui trouvent que je suis pas féminine, tu vois. Mais du coup, c'est ça. Les talons, c'est une porte d'entrée. Effectivement, pour faire travailler un peu la confiance en soi, parce que quand les filles, elles mettent leurs talons, elles s'autorisent à être quelqu'un d'autre. Tu sais, ça aide à dissocier presque un peu. Mais c'est vrai que pour moi, la féminité n'est pas un sujet. Okay. Tu vois, on m'a contactée pour intervenir dans des trucs autour de la sororité, les femmes et tout.
Et j'ai refusé, bon, pour des questions d'emploi du temps, mais je me suis aussi posé la question, je n'ai pas envie de faire quelque chose destiné qu'aux femmes. J'adore les femmes, mais en fait, j'adore les hommes aussi. Ah, mais de toute façon, Ouais. pour moi, Non, non, mais oui. la féminité, c'est pas Ouais, c'est- lié à un genre. Ouais, Tu peux être homme, de genre homme, et Ouais. être féminin. ouais. Et venir porter des talons, peu importe Ah ton oui, orientation on est sexuelle. d'accord. Mm, mm. Mais tu vois, ce truc de un peu féministe, et c'est ok, hein. Enfin, tu vois, ouais, j'ai pas envie. Et c'est vrai que pour moi, la féminité, c'est pas un sujet, quoi. Ok. C'est pas un sujet. Par contre, oui, on peut l'affirmer. Ça, bien évidemment. Et comment tu aides les danseurs à déconstruire les stéréotypes liés à la féminité, du coup, dans le monde de la danse, et à trouver leur propre expression corporelle? Ça, quand je fais des performances, c'est leur laisser la possibilité de modifier certaines choses. Et de leur faire la différence entre là, il y a une attitude, là, il y a un mouvement. Mm, mm, Et peut-être que si t'es pas à l'aise, tu peux le transformer. mm, mm. Pour qu'ils apprennent même en formation pro. Alors bien sûr, hein, il faut reproduire une chorégraphie dans le monde pro comme on te la donne. Ouais, Mais parfois aussi t'autoriser à la faire autrement, complètement. à la vivre autrement, tu vois. Pour se défaire de ces standards et aussi de se dire, bah, en fait, elle le fait comme ça, donc je dois le faire comme ça. Bah non, elle le fait comme ça parce que c'est dans sa personnalité. Mm, mm, mm. Donc moi, je leur laisse souvent la possibilité d'explorer leur personnalité à eux. Voilà. Et en parlant de personnalité, comment tu intègres la diversité des corps et des identités dans ton approche de la féminité, de la personnalité dans la danse? Bah, je pense en n'en faisant pas un sujet, c'est-à-dire en ne le relevant pas. Tu vois, je suis pas contre le body positive, pas du tout. Moi, j'aime tous les corps et tout, mais des fois, de montrer quelque chose du doigt, bah, je suis pas sûre que ça fasse du bien. Donc, je vais pas dire à une femme qui est en cours, tu vois, alors t'as des formes, c'est génial, utilise-les et tout. Non, je vais pas du tout lui parler de son corps. Peut-être parce que j'ai une déformation avec mes TCA et mon rapport au corps, mais du coup, le fait de ne pas en parler, bah, du coup, c'est pas un sujet. Voilà. Par contre, si quelqu'un vient me l'apporter, c'est ce que j'allais te dire. voilà, viens me l'apporter, on va démystifier et dire ouais alors. Exactement. Tu vois, et c'est aussi selon les corps, la danse va être différente. Bah tant mieux, ça crée de la singularité. C'est ça, et puis on n'est pas tous, même au-delà de l'aspect physique, à l'intérieur, foutu pareil. Ah bah oui. On n'a pas tous le même en dehors, on n'a pas tous Non, la même souplesse. malheureusement. Donc Ouais. c'est ça aussi qui fait la diversité dans la danse. Ouais. Selon toi, comment la danse contribue-t-elle à renforcer l'estime de soi et la résilience? Bah parce que quand on danse, on est dans l'action. Donc si tu veux, l'estime de soi, il y a 3 pôles, il y a 3 composantes. Il y a ce que je pense de moi, l'image que j'ai de moi, la confiance en soi qui est vraiment l'action, le comportement, et l'amour de soi, ce qu'on ressent. Et avec la danse, on allie un peu des 3 finalement, parce que l'amour de soi, bah, quand tu prends soin de soi, soin de toi, quand tu prends soin de ton corps, de ton alimentation, tu vas aller nourrir ça. Tu vois, pour pouvoir être en forme pour danser. Tu vas travailler sur ce que tu penses de toi, quand tu vas te regarder en vidéo, tout ça, des fois c'est très dur. C'est là où axe positif, axe d'amélioration. Ouais. Et tout ça, tu vas l'ancrer dans une action, dans un mouvement, dans une performance, dans quelque chose. Donc tu vois, on nourrit un peu les 3 pôles, et c'est ça qui aide, en fait. Ok. Voilà. Et comment tu aides les artistes à se libérer de la recherche de validation extérieure et à se concentrer sur leur épanouissement personnel? Eh ben, Le regard des autres. ouais, le regard des autres, tout ça. Alors, on a besoin du regard des Bien autres. sûr. Voilà, on en a besoin, on est des êtres On a sociables. besoin des autres même. Voilà, on a besoin des autres, donc c'est ok. Là où s'en détacher, leur donner peut-être un peu moins d'importance, je leur prends souvent cet exemple et je leur dis, quand tu sors de scène et que tu as fait une performance où tu n'étais pas content de toi, tu trouves que tu es nul, tu vois, quelqu'un vient te dire, c'était vraiment merveilleux ce que tu as fait. Est-ce que ça te remplit? Alors, il y en a des fois qui me disent, ben oui, ok. Et je leur dis, mais sur le long terme, tu vois? Parce que des fois, ça te remplit sur le moment, tu dis, ah ouais, c'était pas si nul. Ah bah ok, c'est vrai, ça te remplit. Mais généralement, 10 minutes après, ça te rattrape. Oui, mais quand même, à un moment, je me suis trompée, je me suis... tout. Oui, parce qu'entre-temps, le cerveau, il a continué de tourner. Voilà, exactement. Et par contre, si t'es content de toi et qu'on vient te dire, ah bah c'était vraiment génial, ouais, je sais. Tu vois, là c'est papillon dans le... c'est un match. Et en fait je leur dis, ce qui compte c'est d'abord ce que tu penses de toi, et après les autres vont venir peut-être valider ça. Mais pareil, c'est une question de perception. T'as foiré ta prestation, pareil, ça dépend de toi, quoi. Puis complètement, et puis je pense qu'on est tellement exigeants avec nous-mêmes les danseurs qu'il y a des fois, je me dis, oh là là, c'était pas ouf, j'aurais pu mieux faire, et je montrerais cette vidéo, je sais pas, à une pote non danseuse, elle me dirait, mais... Oh,
trop bien, Ouais. ça se voit, tu kiffes. Elle verrait même d'autres choses que moi-même, je m'étais pas dites. Ouais, complètement. Et puis aussi, tu vois, ce truc avec la vidéo, c'est des fois, tu la regardes, ok, c'est la cata. Moi, j'encourage. Maintenant, même moi, je le fais pour moi. Je ne regarde pas la vidéo. Je fais autre chose et je reviens dessus plus tard. Ouais. Parce qu'en plus, tu t'es tellement dit que c'était de la merde, généralement, que quand tu reviens, c'était pas si merdique que ça, finalement. Bah, tu vois, ta vision, ta ta perception vision devient a la changé réalité aussi. Donc, c'est ouais. pour ça qu'en fait, il n'y a pas de réalité objective. Complètement. Voilà. Donc, c'est en ça, on travaille là-dessus. Voilà. Quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels les artistes sont confrontés aujourd'hui et comment peuvent-ils les surmonter? Ça, c'est une vraie question. Les défis, là, de ce que je vois, j'ai envie de dire, c'est l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes. C'est le vrai défi. Parce qu'en fait, quand tu as une bonne estime de toi, c'est plus facile de vendre un produit en lequel tu crois. Tu vois, si demain je t'apporte un iPhone et je suis pro-iPhone et je crois en l'iPhone et tout, je vais réussir à te le vendre. Pourtant, je sais qu'il y a des trucs... tu vas me dire, oui, mais Samsung, ils font ça. Oui, ok, mais tu sais quoi? Et je vais te rediriger vers les forces de l'iPhone. Tu vois? Bah, c'est un peu pareil en tant que danseur. C'est-à-dire que vraiment, s'il y a un travail à faire, au-delà de prendre des cours, de travailler son en dehors, son truc, son machin, c'est d'être au courant de où sont mes forces pour que je puisse les mettre en valeur, ce que je peux améliorer et peut-être aussi mes limites. Tu parlais d'en dehors tout à l'heure. À un moment donné, pour certaines personnes, il y a des limites sur l'en dehors. Et tu auras beau travailler, il y a une limite physique. Donc c'est important de l'accepter. Et au lieu de vouloir absolument se faire mal, de se dire ok, ma limite elle est là, mais peut-être que je peux trouver d'autres chemins pour faire autre chose. Exactement. Donc voilà, c'est ça. Trouver un équilibre. Trouver un équilibre. Comment envisages-tu l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur de la danse et de l'accompagnement artistique? Ben, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que pour l'instant, j'y vois pas trop un danger. Personnellement, je crois pas qu'on puisse vraiment remplacer un danseur dans un clip ou tu vois, si c'est de ça dont on parle. Voilà. Moi, je l'envisage peut-être comme un atout pour certaines tâches, nous, danseurs, qu'on peut pas faire. Enfin, que des fois, on sait pas faire. Tu vois, comme rédiger un mail et tout, je vous encourage à faire... reformuler vos mails par ChatGPT, ça peut être bien. Tu vois, ou des messages. Je recommande Gemini aussi. Ouais. Gemini, je sais pas comment on prononce. C'est l'IA de Google. De Google? Ah ok, bah j'essaierai. Enfin, tu vois, des fois, je pense que ça peut être un atout à ce niveau-là. Est-ce que ça peut vraiment mettre en danger notre métier? Moi, j'y crois pas trop. Il faut le voir encore une fois comme quelque chose de positif. Oui, moi j'y vois vraiment comme un assistant pour des fois tu sais on sait pas trop faire répondre à un message, on sait pas trop comment le formuler, on doit dire un nom, mais on veut pas perdre le plan au cas où machin et tout. Tu sais quoi, tape ton message, fais-le reformuler, explique, tu vois, ça peut aider. C'est ça, et réadapte-le aussi avant de l'envoyer à toi. Oui, comment tu... bien évidemment. Est-ce que tu te verrais parler comme ça à voix haute? Ouais. Il y a ça aussi, c'est important. Il y a ça, pas juste faire un copier-coller et de prendre du recul, de remettre ses petits mots, ses virgules. Peut-être que là, j'aurais mis un petit emoji ou voilà, de rester aussi soi-même à travers l'IA. Ouais. Puis je pense que pour certaines tâches administratives, ça peut être super aussi. Clairement. Voilà. Donc moi, j'y vois plutôt un atout pour l'instant. Alors... Après, je suis peut-être naïve, hein, je connais pas assez le sujet. Non, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut le voir comme quelque chose. On a eu, je trouve, depuis l'arrivée de l'IA, beaucoup de personnes qui disaient oui, ça va te rendre moins intelligent, moins ci, moins ça. Pas du tout. Bah non, parce que tu vois, moi j'ai fait reformuler certains de mes messages, tu vois, où je savais pas trop comment. Parce que comme j'écris, comme je parle, des fois c'est pas très. Oui, selon à qui tu t'adresses. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, tentons quoi. Et en fait, je m'oblige, quoi qu'il arrive, à rédiger un message que je fais reformuler, que je réadapte après. Et ça m'a appris certaines formulations, tu vois. Donc non, moi ça m'apprend. C'est ça, même des mots que tu n'avais pas, qui maintenant pop dans ta tête. Des tournures, tu vois, enfin, après tout dépend comment, soit tu l'utilises un peu comme ça. Oui. Bon, ok, soit tu t'en fais quelque chose, quoi. Exactement. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Ouais. Je voulais revenir un petit peu sur toi et tes formations. Quels sont les avantages et les limites de la formation en ligne pour les danseurs ? Comment justement tu combines les formats en ligne et en présentiel ? Parce que c'est important d'avoir les deux. Ouais. Je pense que pour apprendre à danser, la formation en ligne pour moi n'est pas du tout le bon format. Pour apprendre à danser, pour moi, il faut être en présentiel dans une salle. En revanche, pour s'enrichir, pour se perfectionner et tout, tu sais, il y a des plateformes en ligne avec des tutos, enfin, tu sais, des chorés, des trucs et tout. Ça peut être un bon moyen. Ou parce que tu as très peur d'aller en salle de danse, tu commences par tes vidéos et tout. Donc ça peut être une porte d'entrée. Mais ça doit pas être
que ça, parce que la danse, c'est du contact, tout ça. Après, moi, les formations que j'ai en ligne, j'en ai qu'une, c'est le Smart Teacher, donc c'est une formation pour les professeurs de danse qui n'a pas vocation à remplacer le DE. Bien évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Complément. C'est plutôt un complément, voilà, ça ne se veut même pas comparable au DE, enfin pas du tout, mais que c'est dit quand même. C'est juste vraiment travailler sur la posture relationnelle, vraiment, relation prof-élève, relation avec les collègues, avec la direction si on en a, les parents aussi. Avec soi-même. Et avec soi-même, parce que la première partie de cette formation, c'est du coaching. Alors, je devrais pas le dire, parce que si un jour je fais Calliope, ils vont me dire pardon. Non, c'est vraiment coaching un peu, c'est quel professeur j'ai envie d'être. Déjà, on commence par ça, on pose les bases. Et maintenant que je sais qui je suis, je vais pouvoir aller voir comment j'interagis avec les autres. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc cette formation-là, au début, je l'ai faite en présentiel. Là où elle a sa limite, c'est que ça oblige les gens à se déplacer à Paris, voilà, et qu'en fait, des profs de danse, il y en a partout. Ouais. Et donc, j'ai dû passer au-dessus certaines croyances limitantes en me disant non, je vais peut-être réussir à créer quand même, malgré tout, la magie du présentiel en distanciel. Complètement. Et finalement, là, ce format-là, je vais le laisser en ligne parce que ça me permet de toucher des gens qui sont parfois en Belgique, qui aussi, sont partout en France, dans le monde, même en Suisse, là, tu vois, j'en ai, et qui peuvent pas forcément se déplacer ou s'accorder une semaine pour ça. Ça me permet de mettre de l'espace entre chaque séance et donc du temps. Ouais. Et donc, on a vu une notion et tu digères. Ça travaille, peut-être même il y a des choses que tu mets en application pendant ces 2 semaines et après on refait une séance et voilà. Et finalement, je trouve que c'est le format adapté. Yes, voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Trouver encore une fois l'équilibre. Ouais, l'équilibre et puis vraiment qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais par contre, je suis quand même sur du synchrone. Là, je suis en distance synchrone, tu vois. C'est pas t'as ta vidéo et tu fais ta vie. Voilà. Parce que j'aime trop le contact, j'aime trop le partage. Les gens, ils partagent des choses et puis c'est pas c'est pas un cours magistral non, mais c'est où je parle pendant 3 heures. Ouais. C'est vraiment des interactions et c'est eux qui font émerger le savoir. Et donc ça n'a pas de prix. Voilà. Ok. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans ta carrière et que tu souhaiterais transmettre à tous les artistes ou personnes qui nous écoutent qui sont pas forcément artistes? Ouais, j'ai envie de te dire, je vais te dire ce que Reda m'a dit un jour sur une émission de télé. Reda un jour me dit « fais-toi confiance ». Alors c'est la phrase un peu bateau où tu te dis ouais, fais-toi confiance, c'est facile, mais quand t'as pas confiance, voilà. En fait, je dirais, je pense que ce qu'il a voulu me dire et qui résonne, tu vois, encore en moi aujourd'hui, c'est écoute-toi et en fait suis peut-être parfois tes intuitions. Et quand j'avais des doutes, tu vois, même quand je faisais Foresti, j'avais beaucoup de doutes parce que tu sais, t'as ce que tu veux faire, la commande, et puis, oui, mais les gens, ils vont dire ça, toutes ces pensées parasites. Et Laure, avec qui était là, qui m'assistait sur Foresti, un jour je suis chez elle, j'essaye de travailler un tableau et tout, j'y arrive pas, je suis bloquée. Elle me dit fais-toi confiance, écoute Reda, fais-toi confiance. Et le fais-toi confiance, c'était en fait ta vision c'est ça, ta vision elle répond à la demande, vas-y fais. Et puis quoi qu'il arrive, ça plaira ou ça plaira pas. Ça, on peut pas. Et en fait c'est ça. Et à la limite je préfère ne pas plaire en étant alignée avec moi-même que de pas plaire en ayant voulu jouer un rôle. Ouais. Tu vois ? Bon, voilà, donc c'est ça que je pense que c'est ce que j'ai appris et au final, tu plais pas à tout le monde et c'est tant mieux parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, c'est aussi plaire à n'importe qui. Et par contre, ceux à qui tu plais, en fait, t'es en adéquation avec eux. Et je dis souvent aux professeurs de danse, on a la clientèle qui nous ressemble, c'est un peu ça. C'est ça. Tu vois, et finalement, quand tu danses, tu évolues aussi dans un univers qui te ressemble aussi et qui peut-être fait en sorte que tu sois épanoui. Exactement. Voilà, donc j'ai envie de dire, faites-vous confiance en ce sens de écoutez-vous, en fait. Parce que des fois, on est trop dans des oui, mais alors si j'accepte ce plan, ça va. Oui, c'est important de réfléchir, vision globale et tout. Oui. À un moment, il ne faut pas s'oublier, quoi. Exactement. Et il faut aussi laisser de côté les pensées. Ouais, parasites. Donc il y aura toujours des gens à qui on ne plaira pas et c'est ok. Mais encore une fois, c'est leur perception et du coup, ce que pensent les autres, c'est pas notre responsabilité. Ouais, et puis des fois, tu plais pas à des gens, tant mieux. En fait, si tu leur plais pas, c'est que t'es là où tu dois être, en fait. Tu vois ? Exactement. Donc, c'est important. Et si tu devais et pouvais donner qu'un conseil à des danseurs qui débutent leur carrière, quel serait-il ? Je leur dirais de pas lâcher.
Parce que c'est souvent ce que je leur dis ceux qui réussissent dans ce métier, c'est pas nécessairement les meilleurs, c'est ceux qui ont le meilleur mindset et qui sont le plus déterminés et qui lâchent pas. Ouais. Et vraiment, et tu vois là sur le perform que j'avais ce week-end, j'ai revu une jeune danseuse que j'avais vue il y a peut-être 6-7 ans et qui était arrivée, tu vois, qui commençait la danse très tard, très tard, surtout pour une fille, tout ça. Et là, je l'ai revue et cette progression incroyable. Mais vraiment, je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai dit, franchement, t'as fait un travail de ouf. Et ben, tu vois, je me suis dit, comme quoi, ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui sont déter. Ouais. Parce que des fois, t'as des gens qui ont des facilités, qui dansent depuis toujours, mais comme le mindset est pas là, à un moment donné, ça va lâcher. Ah, ça fait pas tout, hein. Quand t'as des gens qui sont vraiment déter à côté de toi et que toi, tu te reposes sur tes acquis, tu vas vite te faire bouffer sans que ce soit l'envie de l'autre, mais... Et vraiment, c'est pas les meilleurs. C'est vraiment ceux qui ont le meilleur mindset. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et en plus de ça, je trouve que maintenant, même dans les contrats, on recherche de plus en plus de personnes humaines au-delà du talent. Du coup, ça fait pas tout. Il faut travailler aussi ses qualités personnelles. Absolument, c'est essentiel. Tu sais, des fois, quand je les prépare aux auditions, je leur dis, en fait, vous rentrez dans la salle, et Julien Chapreau le dit, tu vois, lui, il dit, enfin, je veux pas parler à sa place, hein, Julien, pardon, mais tu vois, il dit, quand tu rentres dans la salle, je me fais déjà un film sur est-ce que tu vas être réactif au mail, est-ce que tu vas être comme ci, tu vas être comme ça. Et en fait, nous, quand on est en audition, selon comment tu réagis aux remarques, comment tu te comportes avec les autres, ou juste comment tu es, peut-être qu'on n'aura pas envie de travailler avec toi, alors que tu danses super bien. Et selon les chorégraphes, parce qu'il y en a qui sont sensibles à ça et d'autres pas, selon les chorégraphes, ça peut faire la différence. Ah oui, parce que quand t'es chorégraphe, t'as quand même des comptes à rendre. Donc t'as envie d'une équipe en qui t'as confiance. Donc ça veut dire que tu dois avoir des danseurs qui ont confiance en eux. Parce qu'on n'est pas là pour faire du social, donc ça c'est ton job, ou en tout cas te donner l'impression que t'as confiance en toi. Après tu sors de la salle, tu te poses 1000 questions, c'est ok, mais dans la salle, tu fais ton job. Et on a vraiment l'impression de gens qui portent notre travail pour pouvoir... Et c'est ça que le danseur doit comprendre, quoi. C'est ça, jouer un rôle, mais on reste en soi. Ouais, c'est ça. C'est pas facile de d'arriver et te dire faut que j'ai confiance en moi. Mais de toute façon, quand t'arrives en casting et que on est 300 et qu'il y a que 3 places, à un moment donné, il faut que dans ta tête, tu te dises, dans ta tête, je suis le meilleur et je vais y arriver. Et si je suis là, c'est que j'ai mes chances et que... C'est ça. Et c'est vrai que si t'arrives déjà en étant défaitiste, en te disant, ça sera encore les mêmes qui auront le job, t'auras jamais... Moi, quand j'entends des danseurs qui me disent ça, je leur dis, n'y va pas, en fait. Par contre, va dans la salle en étant très au clair sur tes forces et tes axes d'amélioration. Exactement. Comme ça, tu vois, des fois, je leur dis, je sais pas, les tours, c'est pas là où t'es fort. Tu vois, ok, t'es en audition. Il y a des tours dans la choré. Bon, ok, tu le sais. Ok, comment tu vas pouvoir pallier à ça ? Soit c'est un coup de poker, l'audition, soit tu fais un autre élément, tu dis ok, je vais pas me mettre en danger, je tourne pas et tant pis, ça passe ou ça casse, soit au lieu de faire 2 tours, je vais en faire un, mais je suis préparée mentalement, parce qu'une audition, c'est du poker, c'est donner le change et faire le show. Oui, voilà. Et puis c'est pas que la technique, c'est aussi ce qui se passe là. Ah oui. Nombre de fois, on s'est déjà tous plantés sur scène et hop là, tu te relèves et tu... C'est ça. Ouais, c'était fait exprès. Ouais, c'était fait exprès. Ouais. C'était fait exprès que là, je tombe sur scène. C'est ça. C'était prévu. Et en plus, tu vois, en audition, tu te trompes et tu rattrapes. Mélissa Fromentin, que t'as reçue, c'est la reine de ça. C'est limite, elle te fait une autre choré. Moi, elle me l'a fait un jour et je me dis, attends. Elle va parler de cette anecdote. Ouais. Je dis, mais j'ai mis ça dans ma choré et elle est vraiment trop forte là-dessus. Et ça, faut s'inspirer de ça parce que même en audition, vous vous trompez, c'est pas grave. C'est comment vous gérez l'erreur. Exactement. Parce que nous, ça nous dit, ok, la meuf, avec le stress et tout, elle a géré l'erreur. Vas-y, je sais que je peux lui faire confiance. Ouais. Tu vois ? Alors que les doutes et tout, les gars, on n'est pas dans une comédie américaine. Ok ? Et en plus, souvent, ce que je leur dis aussi, si quelqu'un vient vous voir et vous book à une audition en vous disant, attends, moi, je vais te montrer, je vais t'apprendre, tout ça. Tu vois, c'est là où on parlait des limites un peu, tu vois, des dangers parfois de notre profession. En fait, si on te prend, c'est que t'es prêt. Exactement. Voilà, sauf si t'es en contrat d'apprentissage ou je ne sais quoi. Si on te prend, c'est que t'es prêt. Si on te dit, grâce à moi, tu vas devenir un super danseur, non. Non, il n'y a pas de grâce à moi. C'est mon corps, c'est moi qui travaille. Donc, même pour les profs, tu vois, une fois, j'ai eu une discussion dans le Smart Teacher en disant, on évite de dire, je suis fière de toi. On leur dit plutôt, sois fier de toi. Ok. Tu vois, c'est ma perception. Peut-être qu'il y a des gens qui ça va leur faire grincer les oreilles. Je trouve ça intéressant. Parce que, ok, t'es professeur et t'as donné ton savoir, mais celui qui fait, c'est l'élève.
Donc c'est un travail d'équipe. Toi, tu peux, en tant que prof, être fier de toi, du travail que toi tu as accompli, mais l'élève, il doit être fier de lui. Exact. Pour éviter les jeux psychologiques qu'il peut y avoir dans ces relations-là. Tu vois, et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça, tu vois, dans les performs, même à la néo, on essaye de muscler ce mindset pour qu'il soit le plus autonome possible. Ouais. Et donc, voilà, la validation, c'est d'abord moi qui me la donne. Voilà. Complètement d'accord. Moi, je suis pas fière de nos élèves de la néo. Je suis fière du travail que j'accomplis, ou pas, hein. Des fois, je me remets en question aussi, dans mon petit carnet, tu vois. Mais par contre, j'espère que eux sont fiers d'eux et des progrès qu'ils accomplissent. Yes. Voilà. Est-ce que quels sont tes projets actuels ou futurs pour continuer à soutenir les danseurs et artistes ? Eh ben, il y a un de mes performs que j'aimerais développer qui s'appelle le Perform and Be a Smart Dancer, pour justement apprendre, alors pas apprendre aux gens, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas leur donner des clés pour optimiser leur cours de danse et leur mindset dans le cours de danse, qu'ils soient pro ou loisir. Ça, et aussi donner la possibilité aux gens, parce que tout se passe, en tout cas dans le commercial, beaucoup à Paris, tu vois, pas que, mais beaucoup. C'est peut-être leur donner la possibilité d'accéder à certains savoirs, les CV, les trucs un peu de gestion de carrière, le rendre un peu plus accessible. Et donc là, j'avoue, je suis en train de réfléchir à mettre ce perform en ligne, mais là, exceptionnellement, à le mettre en ligne, vraiment, tu as ta vidéo et tu te gères tout seul. Okay. Avec la possibilité, bien évidemment, d'avoir un coaching individuel, enfin, tu vois, mais voilà. Donc ça, c'est en préparation. Ok, voilà. J'ai hâte de voir. Ouais. Et est-ce que tu aurais un dernier message pour clôturer l'épisode avant de passer au petit jeu que je n'ai pas inventé, qui vient de Combini? Et voilà, est-ce que tu as un dernier mot? Ouais, moi j'ai juste envie de dire aux danseurs, en fait, faites ce qui vous plaît. Alors, attends. Faites ce qui vous plaît, mais si vous êtes dans une démarche pro, on n'est pas à Super U ou... putain, j'ai des références de province. On n'est pas à Monoprix. Tu vois, attends, je prends plutôt ce cours-là parce que j'aime mieux. Non, t'es dans une démarche pro, tu te fais plaisir et tout, mais tu réfléchis. Mais soyez quand même à l'écoute de vous, laissez-vous guider et lâchez rien. Yes. Voilà, faut pas lâcher. Je suis d'accord avec toi. C'est surtout en plus quand tu commences que là, tu commences à planter tes graines qu'il faut pas lâcher. Une graine, ça prend du temps à... Ça prend du temps. Puis des fois, il faut en faire beaucoup avant qu'il y en ait une ou deux qui fleurissent. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Et puis surtout, leur dire aussi qu'un peu plus du même résultat, de la même chose, donne un peu plus du même résultat. Tu vois, si tu fais tout le temps la même chose, eh ben, tu auras toujours le même résultat. Donc parfois, quand vous avez l'impression que les auditions, ça marche pas, vous progressez pas dans un cours... Bah, tu vois, je vais te prendre l'exemple des talons. Des fois, pour progresser dans le cours talon, il faut peut-être pas prendre tous les cours talons de Paris. Peut-être qu'il faut aller en cours de classique. Yes, et travailler ta technique. Et oui, peut-être que t'es arrivé à un stade où c'est de ça dont tu as besoin. Tu vois ? Donc des fois, il faut chercher d'autres chemins. Donc au lieu de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, change d'angle. Exactement. Va voir autre chose. Voilà. Bah, très beau mot de la fin. Ouais. Écoute, on va passer sur le dernier petit jeu. En plus, je vois que mes caméras crient à la batterie on a faible. fait trop long. Non, ça juste va. que je pense qu'ils sont en train de me dire ça va bientôt couper. Ok. Donc on est parti pour le dernier petit jeu. Ouais. Donc les règles sont simples, il faut répondre le plus rapidement possible entre ça ou ça. Je suis trop contente de le faire. Je l'ai écouté tellement de fois, je suis trop contente de le faire. Et t'as le droit à un joker. Ok. T'es prête ? Je suis prête. Scène ou studio ? Scène. Improvisation ou chorégraphie ? Chorégraphie. Féminité ou puissance ? Puissance. Technique ou émotion ? Émotion. Danser pour soi ou pour le public ? Danser pour le public. Audition ou création personnelle ? Audition. Enseigner ou performer ? Performer. Individualité ou esprit d'équipe ? Esprit d'équipe. Heels ou street jazz ? Heels. Coaching en groupe ou individuel ? Coaching individuel. Caméra ou live sur scène ? Caméra. Perfection ou authenticité ? Authenticité. Gestion du stress ou gestion des critiques ? Gestion des critiques. Liberté artistique ou rigueur technique ? Tu peux redire, pardon ? Liberté artistique... Ciao, c'est pas grave. Liberté artistique ou rigueur technique ? Liberté artistique. Paris ou ailleurs ? Ailleurs. Longues heures de répétition ou session courte mais intense ? Session courte et intense. Formation en ligne ou présentiel ? Présentiel. Créer pour soi ou pour les autres ? Créer pour soi.
Voilà, c'est tout. Ok. Franchement, ça va. J'adore. Je trouvais que t'étais grave réactive. Ouais. Mais il y a un truc où j'ai répondu ça, j'ai dit oui. Mais en fait, si c'est sorti comme ça, c'est que ça devait être ça. Tu sais, des fois, c'est l'inconscient et il vaut mieux. Si tu réfléchis trop après. Et encore une fois, c'est un jeu. Ouais. Se baser sur une réponse. C'est ça. Faut toujours mettre le curseur au bon endroit. Non, mais j'adore. Bah écoute, merci beaucoup Nathalie merci à toi. pour cette heure et demie d'échange et de partage. Merci pour ton temps et tes précieux conseils, tes mots. Merci à toi, vraiment. Je suis trop contente d'être là. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.